suis content de vous retrouver. Alors, France, dites-moi l'histoire. Vous allez vous marier ou quoi? Ouais. Non. Bah ouais. Bon, non, parce que j'ai vu ça dans Closer, je me demandais si c'était vrai ou pas. Bah ouais, elle a eu le temps de m'essayer, hein. Ça fait 14 ans qu'on est à la com. Oui, en même temps, quand vous même, connaissez bien ça. Valérie. C'est pas un coup de Mais tête. c'est vraiment vrai? Oui, oui, oui. Ah, mais je t'offre le maquillage pour ton, Ouais, pour d'accord. ton mariage. Tu fais bien Ah les ouais. choses. Ah ouais. Non, et c'est mon 3e mariage et c'est ma 6e femme, mais c'est la bonne, c'est la dernière. Oh putain. Valérie, Attends, j'adorais les autres aussi, hein, parce que j'aime tout le monde. Non. Certaines seront au mariage d'ailleurs, il n'y a pas de souci. Tu dis surtout c'est la bonne, c'est la dernière, mais ça veut dire que tu l'as dit 6 fois, ça. Mais Oui. tout à fait, Absatou. Il y a une phrase magnifique de Sacha Guitry qui disait à sa dernière femme, justement, « Les autres ont été ma femme, vous serez ma veuve. » Et c'était une preuve d'amour. Ah, c'est de sa bien. part. Voilà. Musique. Et on commence avec les unes de la semaine. Alors, on commence avec vous, France, votre une de la semaine. Bah, France. j'ai pris le patrimoine. On a à peu près 90 millions de touristes qui viennent chaque année voir la France. C'est la première destination. On a énormément de chefs-d'œuvre en péril qui se cassent la gueule. Je pense Ouais. notamment, par exemple, Notre-Dame de Paris, ça va pas Ouais. fort. En tout cas, là, Macron, il a pris une bonne mesure en étant notre ami Stéphane Bern. Il n'y a aucun copinage là-dedans, parce que c'est quelqu'un qui a de l'énergie, qui a trouvé une bonne idée. Vous me direz, d'autres l'ont fait ailleurs, c'est-à-dire de taxer un peu le loto pour Oui. prendre un peu d'argent Oui. pour le patrimoine, pour remettre les châteaux, voilà. Donc c'est 250 châteaux. Ils vont recevoir, bon, en fonction des besoins, ils vont recevoir du pognon dans les prochaines années. Voilà, moi je suis à fond la caisse. Pour... Les chefs. Attends, Très bien. et vive Stéphane Bern. Oui, volontiers, oui, c'est Et vive le patrimoine français. Voilà. Voilà. Natacha, votre une de la semaine. Ma une de la semaine, évidemment, tout le monde y a pensé quand nous avons suivi le discours d'Emmanuel Macron et qu'il a prononcé ces mots « Ce sacrifice nous oblige ». Cette phrase-là, Ouais. elle est absolument magistrale. Le discours d'Emmanuel Macron était bon. Et il faut le dire, parce que pendant des années, on a eu des présidents de la République qui n'étaient pas à la hauteur de ces événements, c'est-à-dire qui ne nommaient pas les choses, qui ne disaient pas. Son discours a dit ce qu'il fallait dire et surtout nous a parlé de l'avenir et de ce que c'est qu'une communauté politique, de ce que nous avons en commun. C'est-à-dire que cet homme, le lieutenant-colonel Beltrame, qui a donné sa vie pour sauver une femme qu'il ne connaissait pas, nous oblige à nous relever. Nous ne sommes plus victimes. Parce que jusqu'à présent, il y avait des victimes dans les attentats, c'est-à-dire des gens qui étaient au mauvais endroit, au mauvais moment, qui n'avaient rien demandé à personne et qui ont été tués par des lâches qui leur tiraient dessus alors qu'ils étaient désarmés. Et là, nous avons quelqu'un qui a choisi son destin et qui nous oblige à penser ce que c'est que l'héroïsme. Parce qu'on n'est pas tous des héros, on ne va pas se raconter n'importe quoi. Le courage physique, nous ne savons absolument pas si nous l'aurions. Personne ne peut savoir ce qu'il ferait dans une situation pareille. En revanche, le courage et l'héroïsme, ça se construit sur un terreau, c'est-à-dire que ça se prépare. Ça se prépare par un environnement qui est le fait que l'on peut admirer des modèles, des grandes figures de l'histoire. Or, ce que nous avons fait petit à petit en France, c'est que nous nous sommes totalement désarmés puisque nous avons désappris à admirer ces grandes figures, à admirer ceux qui ont montré du courage. Pourquoi ? Parce qu'on a conclu que l'héroïsme, c'était les poilus de 14 qui crevaient pour rien dans les C'est vrai tranchées. que c'est pas un bon exemple, les Non, poilus de mais 14. on s'est convaincu de ça. Or, même en 14, même s'il y en avait qui crevaient pour un bout de colline, c'était des héros. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient que s'ils ne montaient pas, il faut imaginer ce que c'est que de sortir d'une tranchée devant la rafale. la Personne ne sait mitraille s'ils allemande, sauraient le ouais. faire. Eh bien, ces gens-là l'ont fait parce qu'il fallait le faire, parce que sinon leur pays était envahi, parce que sinon ce peuple n'était plus souverain, ne pouvait plus décider de son destin. Alors ils y sont allés, mais avec la trouille au ventre. Et avec du c'est rhum. ça, l'héroïsme. C'est aussi, à un moment, de vaincre sa trouille, mais ça s'apprend, et ça s'apprend par le fait qu'on transmet la mémoire, qu'on transmet l'admiration pour des gens qui Donc, eux-mêmes ont eu ce Ce que je courage. voulais dire, c'est qu'en fait, on a vachement avancé parce qu'en 2018, le président de la République a enfin nommé
l'agresseur. Il a nommé Vous vous l'agresseur rendez compte et, ce que il a, vous dites quand même. et il a glorifié. Il a fallu attendre 2018. Oui. Non, mais d'autres l'ont fait quand même avant. Bah, Hollande, non. Hollande Pas l'a pas comme ça. fait. Hollande Non, l'a fait. pas Mais comme ça, bien pas du sûr, bien sûr, il l'a Pas fait. comme ça. Et Il l'a Emmanuel fait, Macron, il l'a non fait. seulement. Il a prononcé le non mot seulement a islamiste nommé- à nombreuses reprises. Il a eu du mal. Hein. Non, il a, non, il a non, mis non, du temps il à a- cracher. Bon, C'est pas surtout grave. que là, non seulement on a nommé l'agresseur, mais on a expliqué qu'il fallait ne pas se contenter de poser des bougies et de pleurer, mais aussi se rassembler et se souvenir que nous avons des valeurs en commun et que ces valeurs, eh bien, justement, nous obligent. Très bien. Voilà, bah, Natacha Polony. Mon cher Franz. Enfin, ce qui est incroyable aussi, regardez, c'est qu'il fait ça alors qu'il va se marier religieusement et que ce mariage est très important pour lui. C'est-à-dire, c'est pas un homme en fuite, c'est un homme qui a conscience du danger, qui sait ce qu'il fait. Moi, je suis, comme tout le monde, ému, on était ému aux larmes Tout le pendant monde, une bien journée sûr, mais entière. ce type a prouvé qu'il était prêt à mourir pour son idéal. Ben oui, parce qu'on Les est fiers d'être djihadistes français. sont prêts à mourir pour leur idéal. Oui, mais ils tuent nous, est-ce que aussi. nous Oui. sommes prêts à mourir pour notre idéal? Voilà, c'est la question. Ben, le problème, c'est que pendant des années, et hélas, Brassens ne nous a pas aidés, on a confondu tuer pour des idées et mourir pour des idées. Ouais. Tuer pour des idées, c'est absolument abject et c'est ce que font les djihadistes. Mourir pour des idées, c'est-à-dire être prêt à choisir des valeurs qui dépassent le cadre de notre simple vie, c'est ce qui nous rend plus humains. Mais il y a une énorme différence avec les djihadistes qui, en effet, eux, tuent. Et ça n'a rien à voir. Non, c'est un peu comme quand on partait à Londres en 1940, finalement. Oui, d'ailleurs, c'est ce qui nous est tous venu à l'esprit et c'est le mot qui a ressurgi aussi, le mot de résistance. Imaginez quand De Gaulle prononce ces mots, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas, ce sont des mots qui, par eux-mêmes, relèvent d'une action. C'est-à-dire ils font exister la résistance. Et bien là, le discours de Macron, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que tout à coup, on fait exister le fait qu'il faut se relever. Il faut arrêter de subir. Raquel, votre une. J'ai aussi fait ma une sur Arnaud Beltrame parce qu'il le mérite. Et c'est sur un autre aspect de cette discussion qu'on vient d'avoir, qui est le patriotisme. Arnaud Beltrame a fait un acte patriotique. Et ce mot déplaît à beaucoup de personnes. Or, Romain Gary a dit que le patriotisme, c'est d'abord l'amour des siens. Et il le différenciait du nationalisme, qui est d'abord la haine des autres. L'acte d'Arnaud Beltrame est donc un acte d'amour, un acte d'empathie, un acte d'amour envers, évidemment, son frère être humain, mais aussi son frère français. C'est en ça que c'est un acte patriotique. Et je trouve que remettre au goût du jour le patriotisme, c'est important. Et il faut aussi le repérer, ce patriotisme, dans la société, aussi dans les gestes quotidiens. Parce que là, évidemment, on a vu le geste ultime, sacrificiel, donner la vie. Mais le patriotisme passe aussi par des choses beaucoup plus simples, qui sont effectivement dans le don de soi, dans l'empathie, dans le service des autres plutôt que de soi-même. On oublie parfois peut-être de dire que ces hommes, ces femmes qui nous protègent sont d'abord des fonctionnaires. Ils sont dans le service public, ce sont des serviteurs publics. Et dans chaque service rendu par un serviteur public, il y a du patriotisme. À chaque fois que nous payons nos impôts, il y a du patriotisme. À chaque fois que nous saluons notre voisine, notre collègue ou la boulangère en rentrant dans la boulangerie, il y a du patriotisme. Voilà. Et c'est ça que je veux saluer et remercier Arnaud Beltrame, parce que Arnaud Beltrame a fait du patriotisme une idée neuve. C'est bien. Monia, votre une. Bon, on passe totalement à autre chose, hein, je préfère Ouais. vous prévenir. Après le président Kennedy et Marilyn Monroe, voici l'histoire du président Trump et de l'actrice porno. Dimanche dernier, Stormy Daniels, vous savez, l'actrice connue non pas pour son cinéma d'auteur, mais plutôt pour son cinéma d'ouateur, a accordé une longue interview à la chaîne américaine CBS News dans laquelle elle balance tout. Alors, ce moment de télé a été vu par 21 millions de téléspectateurs. C'est Ouais, énorme. tu m'étonnes. Hein. Et l'info que l'on retiendra, ça sera celle-là. On regarde. Have you seen my new magazine? He was showing you his own picture on the cover of the magazine. Right. And I was like, someone should take that magazine and spank you with it. You told Donald Trump to turn around and take off his pants. Yes. And did he? Yes. And I just gave him a couple swats. The magazine is believed to be the Forbes magazine issue with Trump, Ivanka, and Don Jr. on the cover. Donc, oui,
Donald Trump aime se faire fesser avec le magazine Forbes, surtout quand il est en une dessus. En gros, c'est comme si je vous fessais Thierry avec le Télé 7 jours ou c'est comme si je fessais Goldanel avec Valeurs Actuelles, quoi. C'est un peu pareil. Aucun inconvénient. L'information la plus intéressante à psychanalyser, c'est le fait de vouloir être fessé par sa propre photo. Ouais. D'où l'expression avoir la tête dans le cul. On sait que l'avocat de Trump a versé 130 000 € en échange de son silence. Or, il suffit de regarder un film porno pour comprendre que les actrices X ne sont pas connues pour leur silence. Je ne ferai pas de bruit. Depuis, la Maison-Blanche a organisé une énorme conférence de presse dans laquelle le porte-parole dément toute relation entre Donald Trump et Stormy Daniels. Alors, pour prouver qu'elle dit la vérité, l'avocat de Stormy Daniels a annoncé cette semaine que sa cliente serait prête à décrire les parties génitales du président des États-Unis. Niveau veut monde. pas ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle la classe à l'américaine. Ah, Voilà. bravo. Non, mais bon, Alors, Gilles William, votre une de la semaine. je ne pouvais pas ne pas faire ma une sur ce qu'a subi Mireille Knoll, cette rescapée de la Shoah, qui a été suppliciée et même brûlée par un fulgurant retour de flamme du passé. D'autant plus que je suis l'avocat de la famille. Habituellement, j'ai tendance à regarder, vous le savez, le monde de manière un peu froide, un peu dure, sans grande poésie. Oui. Cette fois, j'ai l'impression qu'il n'est ni stupide, ni erroné de se laisser aller au trouble désir de l'émotion. Parce qu'il m'a semblé que mercredi dernier, entre l'hommage rendu au sacrifice d'Arnaud Beltrame et à celui du supplice de Mireille Knoll, est passé une sorte de moment où la médiocrité a été bousculée. Quand moi j'ai assisté par exemple aux obsèques de Mireille, ce président de la République, que souvent je ne ménage pas, j'ai lu dans ses yeux une lumière qui n'était pas autre chose que de la vraie compassion. Lorsque ce même mercredi, j'ai entendu mon client, l'un des fils de Mireille, dire au micro de Bourdin, à propos de l'hommage rendu à sa mère, et alors même qu'on avait pensé pouvoir exclure des gens, qu'il ne voulait que personne ne soit exclu au nom de l'unité nationale et de l'ouverture du cœur, eh bien, j'y ai vu un moment de grandeur. Et lorsque j'ai, le même mercredi, pris connaissance du communiqué de la Grande Mosquée de Paris, qui reconnaissait la dimension antisémite de ce crime, je n'ai pas vu non plus une petitesse mesquine. Ce mercredi-là, dans un moment de grâce, à l'intérieur de tant de disgrâce, oui, Mireille Knoll, cette Yiddishe Maïmé du 11e arrondissement de Paris, elle était devenue soudainement la grand-mère perdue de tous les Français. Ouais. Absatou. Il y en a une, je vais avoir du mal à la fin. Oui, on a tous du mal. Rassurez-vous. Je peux du coup rebondir sur ce que vient de dire Gilles William. Je pense qu'on peut tous s'associer à ce qu'il a dit. Et moi, je veux remercier Daniel Knoll pour ce qu'il a fait. Parce que l'exclusion qui a été déclarée par Francis Khalifa, le président du CRIF, à l'encontre de certains hommes et femmes politiques, est une blessure terrible pour des millions de Français. Moi, j'étais à la manifestation, à la Marche Blanche. Et j'ai décidé, avec d'autres personnes, d'accompagner les Insoumis, parce que les Insoumis avaient été exclus, a priori, par le CRIF. Je me trouvais là avec, par exemple, Sylvain Attal, qui est directeur adjoint à France 24, ou le rabbin Gabriel Fari. Et
pour dire les insoumis ont le droit d'être là. Bien sûr. Et c'est leur place, parce qu'ils ont toujours combattu l'antisémitisme. Et alors que nous cheminions à 2 pas du cortège de tête, à 2 pas des ministres, à 2 pas du président de l'Assemblée nationale, soudainement, une bande de nervis nous a sauté dessus, nous a bousculés. Le rabbin Gabriel Fari a été molesté, il a été jeté à terre, et ils se sont mis à hurler alors que nous étions dans une marche blanche silencieuse. Ils ont rompu ce silence au cri de « PD, Mélenchon, enculé », collaborateurs d'Arabes, dégagés, dehors, etc. Ça a été d'un moment d'une extrême violence. Et franchement, ça gâche beaucoup de choses. Et je préfère garder à l'esprit la grande masse de la foule silencieuse et aussi ce geste de Daniel Knoll et de toutes celles et ceux qui ont dit que chacun avait sa place dans cette manifestation, plutôt que la petitesse et la position dangereuse du CRIF, qui, à cet instant, n'a toujours pas condamné les propos et les actes de cette petite ligue, qui est la Ligue de défense juive, qui est interdite en Israël et interdite aux États-Unis, qui serait peut-être temps d'ailleurs d'interdire en France. Parce que quand on en vient à profaner finalement une marche en hommage à une défunte, c'est qu'on n'a vraiment plus aucun rapport avec l'esprit de la République. Je ne sais pas s'il s'agit de la Ligue dont tu parles, mais une chose est certaine, les gens qui ont insulté soit Marine Le Pen, soit Jean-Luc Mélenchon, ne se sont pas grandis, c'est tout ce que je veux dire. Absatou, est-ce que vous avez encore le courage de faire votre une après ça? Bon, je vous informe donc évidemment que je vais parler de toute autre chose. Thierry, je t'emmène au Sénégal avec Natacha, parce que c'est une spéciale Natacha, je crois. Je t'emmène au Sénégal parce que figure-toi que le Sénégal fait partie des 10 pays qui se nourrissent le mieux au monde. Bah ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Et en fait, il y a eu une étude, une enquête qui a été faite par l'université de Cambridge, qui casse complètement les idées reçues. Ça veut dire qu'on se dit qu'en France, on est les rois de la bonne cuisine, l'Italie, le Japon. Eh bien, figure-toi que sur les 10 pays qui figurent en tête, 9 pays sont africains. Et 9 pays sont africains. Donc là, j'écoute avec encore plus d'attention ce que disait Natacha, avec beaucoup d'acharnement ici, c'est qu'on n'a pas besoin d'être riche pour manger correctement. Sans omettre évidemment qu'il y a des gens qui meurent de faim. Bien sûr. Ça c'est sûr. Dans cette enquête, c'est pas n'importe quoi. Ça a été fait sur 4,5 milliards de personnes analysées dans 187 pays. On retrouve dans le top 10 la Gambie, l'Ouganda, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, Israël, la Somalie. Donc dans ces pays, un grand nombre de pays qui font partie des pays les plus pauvres au monde. Donc parmi les pires, on a les Belges, on a les Arméniens, on a la Hongrie. Donc, ils ont regardé en fonction de l'alimentation, de la viande, évidemment. Beaucoup de viande. Voilà. En Afrique, on mange beaucoup de fruits, de légumes, de poissons, de céréales. Voilà. Donc, cette enquête, elle est assez incroyable au moment où, en France, on nous explique qu'il y a un gosse sur 5 qui est en surpoids. Et on nous explique surtout que d'ici à 2020, les maladies liées à la mauvaise alimentation vont augmenter, et je dis augmenter de 75%. Voilà, donc c'est assez incroyable. Donc moi, je mets 3 étoiles Michelin au continent africain. Bravo. Voilà. Je me dis que c'est formidable. Voilà, c'était les unes de la semaine. Et maintenant, j'accueille notre invité fil rouge. C'est la nouvelle star de la France insoumise. Il est député de la première circonscription du Nord. C'est Adrien Quatennens. Ça vous plaît, Trust? Ouais, il me semble que c'était la même la dernière fois d'ailleurs. Chacun a son sampleur dans la vie. C'est ça. Alors, avant de parler de tout, on va commencer avec un jeu pour que les gens vous connaissent mieux. Qui est vraiment Adrien Quatennens? C'est le bio-quiz de l'invité. Vous êtes prêts?
Que signifie Katniss en néerlandais? Le méchant Jean, le garçon de fer, 4 garçons ou le renard insoumis? Le garçon de fer. Ouais, non. 4 garçons. Ouais, Non. non. Le méchant Ah bon, Jean. bah, c'est Le méchant Jean. Encore gagné. Bravo, le méchant Jean. Ça vient de Kate Anna, qui veut dire le méchant Jean en néerlandais. Vous le saviez? Non, absolument pas. Et voilà. Non, mais c'est une Comment... émission culturelle. Hein. Ouais, Très- par ailleurs, je suis très C'est à un haut gentil. niveau ici. Comment s'appelait le groupe de ska punk dans lequel jouait Adrien Quatennens dans sa jeunesse? Maroilles Punk Attitude, C'est bien, ça me plaît. les Ch'tis Furieux, les Chicons Gratins Ah, bien aussi. ou les Corons des Glingos? Chico Gratin. Bravo. Bonne réponse. Mais j'avoue que le premier est très bien trouvé aussi. C'est pas mal, Maroilles Punk Attitude, mais les Chicons Gratins, en fait, Chicon, ça veut dire endive. Tout à fait. Voilà. Quel était le métier d'Adrien Quatennens avant d'être député? Conseiller de clientèle EDF, agent au Pôle emploi de Lille, commercial chez Orange ou testeur de crème solaire pour une marque de cosmétiques? EDF. Orange. EDF. EDF. Et votre père travaille déjà à EDF, non? Ouais. Mon père travaille au EDF, il a commencé en montant au poteau, et puis il a fait toute sa carrière dans l'entreprise. Et moi, j'y suis rentré par la voie de l'apprentissage. Après une orientation, j'ai fait une première année de licence en faculté, puis j'ai dû travailler, j'ai fait plusieurs petits boulots. Et c'est là que vous avez mis les doigts dans la reprise, non? Mais Orange, c'est sûr que j'aurais fait une bonne mascotte. Moi, je vous aurais pris chez Orange, personnellement. Mais bon. Comment certains collègues députés surnomment-ils Adrien Quatennens? Le petit Tché, le ch'ti qui fait chier, le député call center ou la petite poule rousse de Mélenchon? Le ch'ti qui fait chier. Ah bon. Call center. Ouais, parce que vous bossiez au call center d'EDF et Sophie Point, sympathisante de la République En Marche, s'est moquée de vous. Ouais, et puis après, ça a été beaucoup repris. Alors pendant 2 semaines, on n'y a pas fait trop attention. Et puis finalement, on s'est dit quand même que ça signifiait quelque chose. Parce qu'il n'y a pas moi qui vais subir ce type de moquerie. Et moi, personnellement, d'ailleurs, ça me gênait pas personnellement particulièrement. Mais par contre, il y a effectivement une petite logique quand même de classe derrière tout ça. Il y a Et du mépris. Je Il y a pense. du mépris Oui, là-dedans. je pense, clairement. Bien sûr. Et maintenant, il faut le dire, nous en sommes fiers. À l'Assemblée nationale, il y a, oui, des personnes qui ont été sur un call center, comme c'est mon cas. Ma collègue Caroline Fiat était, elle, aide-soignante. Ouais. Donc on a une Assemblée nationale aussi qui est censée représenter le peuple. Oui. Alors il y a encore du travail, mais avec nous, ça progresse. Très bien. Où Adrien Quatennens organisait-il ses réunions stratégiques hebdomadaires? Dans des McDo, dans des PMU, dans des kebabs, à la librairie Le Furet du Nord ou dans le gymnase du lycée Jean Jaurès à Lille? McDo. Gymnase, oui, bien sûr. McDo. Kebab. Kebab. C'est toi qui as répondu? Ah, c'est toi? Ouais. Dans des kebabs. On a fait campagne avec les moyens du bord, et c'est vrai qu'y compris les réunions politiques peuvent se tenir dans des cafés, des bars ou des kebabs. Ou des kebabs. Comment Adrien Quatennens s'était-il déguisé lors du concert de Marcel et son orchestre à Lille en décembre dernier? En Jean-Luc Mélenchon, avec costume, col Mao et cheveux gris. En hippie, avec boa blanc et Bob Vichy. En Robin des Bois qui vole aux riches pour donner aux pauvres. Ou en carotte géante. En hippie. En hippie, oui. Avec Franck Van de Castel à côté, qui est le chanteur de Marcel et son orchestre, qui ne s'appelle pas Marcel, il s'appelle Franck. Et je veux lui rendre hommage ce soir, voilà. Ah, vous êtes bien là, non? Ouais, c'est pas mal. Je peux donner un petit conseil, Luc, à notre invité. Je t'en prie. Si vous mettiez juste 1 centimètre de cheveux sur votre tête, non seulement vous auriez l'air d'un acteur, mais en plus vous gagneriez en charisme. Écoutez, je Vous note. pouvez venir me voir, je vais vous faire une Je me coupe les cheveux tous les mois tellement ça pousse vite, donc je note. On essaiera de couper plus court alors. Vous allez voir, ça va être top. Mais si je m'en occupe, il sera plus jamais à la France insoumise. Ah. Ça, à mon avis, il y a du boulot. Il y a du boulot, Je vous alors. souhaite bon courage. Le 20 juin 2017, qui a noué la cravate d'Adrien Quatennens juste avant la photo officielle des députés de l'Assemblée nationale? Alexis Corbière, la maman d'Adrien, Jean-Luc Mélenchon ou Adrien a refusé de porter une cravate? Jean-Luc. Corbière. Jean-Luc. Jean-Luc. Mais t'as pas le droit de répondre. Attends, t'as pas le droit. Ah non. J'ai rien dit sur le kebab. J'ai rien dit de Alors qu'elle connaît toutes les Ah, tu réponses. savais tout, Non, mais d'accord. je sais bien que tu n'es plus à la France insoumise, mais il y a quand même des limites. Vous vous connaissez tous les deux? Oui, on se connaît bien. Vous n'aimez Est-ce pas que c'est tellement, une- j'ai l'impression. Hein. Est-ce que c'est une bonne militante, Adrien? Bien sûr.
Ouais. Qui a gagné alors? Monia de très loin. Voilà, on se retrouve après la pub pour les terriens du dimanche. L'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Ce soir, face aux 7 mercenaires, Adrien Quatennens. À tout de suite. Salut les terriens du dimanche. Bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Ce soir, face aux 7 mercenaires, Adrien Quatennens. Avec Iron Girl, Natacha Polony. Pour détourner un avion, il faut être dedans. Elle est là, Raquel Garrido. Alors, je te demandé un peu d'argent de poche à tes parents. Elle avait déjà créé sa boîte, Absatoussi. C'est la chroniqueuse la plus élégante de la télé, Cachemire Monia. Il est végétarien, mais il dévore les politiques. Franck-Olivier Gisbert. L'avocat qui se défend très bien lui-même, Gilles-William Goldnadel. Et notre invité fil rouge, Adrien Quatennens. Son slogan, le fils caché de Jean-Luc Mélenchon et Mylène Farmer. Et puis il y a votre fameuse sans pleurs. Antisocial, perds ton sang-froid. Repose à toutes ces années de service. Voilà, l'émission s'appelle Les Terriens du dimanche. Le groupe Les Gréments de Fortune et le hashtag LTD. On commence avec l'invité fil rouge face aux 7 mercenaires. Alors Adrien Quatennens, vous êtes député de la première circonscription du Nord et vous êtes, il faut le dire, la nouvelle star de la France insoumise. Alors, dans quelques instants, nous parlerons avec vous de Lieberman, mais avant, les 7 mercenaires vont vous soumettre à la question. Et comme je suis le 7e, en l'absence de mon ami Jérém Starr, j'ai une question. Face au terrorisme, Laurent Wauquiez souhaite interner les fichiers S. Marine Le Pen veut expulser les étrangers fichiers S. Et Manuel Valls veut interdire le salafisme. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il a dit que le gouvernement et les services de l'État avaient fait tout ce qu'il était possible. Ça veut dire que vous, la France insoumise, vous n'avez rien d'autre à proposer contre le terrorisme. Non, ça ne veut pas dire ça exactement, Thierry. J'en suis désolé, mais je vais m'expliquer. Ça veut dire que, on le voit depuis quelques années, chaque fois qu'il y a un attentat, il y a immédiatement, en tout cas assez rapidement, la tentation de légiférer une nouvelle fois. Si on regarde derrière nous, là, les 10 dernières années, je ne sais plus combien de lois terroristes ont été votées, je crois que c'est plus d'une dizaine, dont d'ailleurs on n'a pas nécessairement fait le bilan, qui parfois nous mène à une surenchère sécuritaire, dont on voit bien malheureusement qu'elle n'empêche pas des fanatiques de passer à l'acte. Je pense par exemple à la dernière loi antiterroriste que nous avons votée à l'Assemblée nationale. Pour le coup, j'y participais. Et nous étions opposés à cette loi parce qu'en réalité, pour qu'Emmanuel Macron puisse satisfaire sa promesse de fin de l'état d'urgence, en réalité, ce qu'il a fait, c'est qu'il a transposé bon nombre des éléments qui figuraient dans l'état d'urgence dans le droit commun, pour dire, voilà, l'état d'urgence, c'est terminé. Et dans ce débat, on a passé beaucoup de temps à se couper les cheveux en quatre pour savoir comment on pouvait sécuriser certaines zones, regarder les coffres des voitures, etc. Mais en réalité, on ne traite pas réellement les causes profondes qu'il y a. Et je pense que la surenchère sécuritaire n'est pas la bonne réponse. Mais on n'évoque jamais les causes profondes, et notamment les communautarismes, dont on sait bien qu'ils existent dans notre pays. Et je pense qu'aux fanatiques qui attaquent la République, nous devons répondre par encore plus de République. Donc, le risque zéro, il faut le dire, n'existe pas. Et celles et ceux qui se laissent aller à cette idée
ne sont pas à la hauteur du moment, je le pense. Mais moi, je crois que dans le droit commun, maintenant, il y a ce qu'il faut pour lutter contre, à la condition qu'on traite aussi les causes. Elles sont multifactorielles. On pourrait parler aussi de l'engagement de la France, parfois d'ailleurs, à la botte de certains pays dans des conflits, dont on a vu les résultats, et aussi aux moyens qu'on offre, notamment, par exemple, pour le signalement, dans le cadre des familles qui signalent un enfant, par exemple, en voie de radicalisation. Mais les propositions que vous avez citées, je pense, sont complètement ahurissantes. D'accord, ben voilà, c'est une réponse. On passe à Gilles William. Votre question, Adrien Quatennens, Gilles William. Moi, je voudrais revenir sur l'affaire Poussier. Donc, ce type qui a eu un discours totalement abject en se réjouissant ouvertement de la mort d'Arnaud Beltrame. Alors, il n'est pas du tout de mon intention, vous en doutez, de considérer que vous êtes totalement responsable de votre ancien candidat insoumis dans le Calvados. Et d'ailleurs, vous vous en êtes détaché très vite et très fort. Ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est de vous demander si vous ne devriez pas faire votre examen de conscience. Et je vous le dis au premier degré, dans l'intérêt même de votre parti, de demander si finalement un poussier ou d'autres poussiers ne pourraient pas poussés, si j'ose dire, par certaines radicalités qu'on trouve à l'intérieur de votre mouvement. Je peux prendre 4 exemples. Par exemple, dans les manifestations loi travail ou d'autres, on entend dans vos manifestations « tout le monde déteste la police ». Je ne vous ai jamais entendu vous distancer ni contre ce slogan invraisemblable, ni contre les antifas ou d'autres gens. Par exemple, Clémentine Autain et d'autres députés du 9-3 ont voulu se rendre en Israël pour demander à visiter 2 terroristes palestiniens qui avaient assassiné des civils juifs. Par exemple, lorsque la députée Obono, sans être condamnée par votre parti, décerne des brevets d'antiracisme à la responsable du Parti des indigènes de la République, qui, pour le coup, ne me dites pas non, c'est une militante antisémite et anti-blanche. Et par exemple, lorsque votre député Coquerel assiste des migrants à occuper la basilique de Saint-Denis, qui est quand même un symbole de la tradition française, alors que quelques semaines avant, M. Jean-Luc Mélenchon considérait que c'était extrêmement violent que des militants identitaires occupent le chantier de la mosquée de Poitiers. Autrement dit, et très sincèrement, votre combat contre la finance, il n'est pas le mien, mais il se comprend. Est-ce que vous ne croyez pas que vous ne devriez pas vous interroger sur cette radicalité-là, qui, à mon avis, pour peut-être de petits calculs électoraux, vous coûtera finalement beaucoup et vous coupera finalement du peuple? Moi, j'attends votre réponse. Vous allez la voir. Oui, bah oui. D'abord, c'est mon tour de répondre. Il y a beaucoup de caricatures dans le raisonnement que vous venez de déployer, notamment sur le fait que votre combat contre la finance, comme si c'était l'unique combat. Non, on mène beaucoup de combats démocratiques, environnementaux, il y en a plein. Mais en réalité, vous savez, monsieur, je veux le redire tout de suite ici ce soir, et personne ne peut en douter, nous sommes des républicains convaincus et des républicains jusqu'au bout. Et non, les militants de la France insoumise ne disent pas « tout le monde déteste la police » dans les manifestations. Il y a des courants, effectivement, qui tiennent ce genre de propos. Ce ne sont pas les nôtres et nous les dénonçons. Et je veux le dire très clairement ce soir. Et sur les autres points que vous avez cités, je veux le dire aussi, parce que vous refaites ressurgir des polémiques qui ont beaucoup coûté, y compris à Danielle Obono. Danielle Obono est militante de la France insoumise. Elle défend, comme moi, un programme qui est très clair, qui est laïque jusqu'au bout. Clairement. Et je vous mets au défi d'avoir Danielle Obono devant vous, mener des paroles Adrien, qui ne sont pas... c'est pas ce défi-là. Allez-y, je vous attends. Danielle Obono a dit expressément, c'est à la portée de n'importe qui, que Ouria Boutelja était une militante antiraciste. Alors qu'Ouria Boutelja est une militante antisémite et anti-blanche. Ça, c'est la réalité, c'est du concret. La France insoumise est un mouvement républicain laïque. Il y a eu récemment une enquête d'opinion qui demandait d'ailleurs aux Français quelle est la valeur que la France insoumise défend le plus. La laïcité est arrivée en tête. Nous avons une 40aine de livrets programmatiques. Il y a un livret laïcité, je vous l'offrirai avec grand plaisir. Tous, nous avons des parcours politiques, c'est vrai, divers, différents, des parcours différents. Mais nous nous sommes retrouvés sur un socle commun qui est ce programme. Et en matière de leçons de républicanisme et de laïcité, nous n'avons pas de leçons à recevoir, je veux le dire très clairement. Et la plupart des développements que vous avez faits ce soir sont faux, notamment sur les slogans dans les manifestations. Voilà, je pense que vous devriez apprendre à mieux nous connaître,
à nous lire plutôt que de vous laisser aller à ces caricatures. Il n'y a pas un mot que j'ai prononcé qui est faux, monsieur. Bah c'est si, tout ce que j'ai dit. Notamment sur les slogans dans les manifestations. Oui. Vous avez quand même été jusqu'à dire... Et le voyage pour visiter... Mais vous pensez vraiment les qu'on fait des terroristes voyages parlementaires pour éviter des Mais terroristes? vous avez demandé... non mais ceux attendez... que vous appelez des terroristes, c'est votre droit de les appeler comme ça. Vous savez, M. Le Drian, récemment, a appelé... vous allez vous aventurer... Non, mais M. Le Drian, récemment, par exemple... Vous aventurer sur un... Attendez, laissez-moi terminer, c'est mon tour de vous répondre. Monsieur Le Drian, récemment, a par exemple cité aussi nos alliés du PKK, les Kurdes, comme une organisation terroriste. Voilà. Non, mais justement, donc, vous avez votre définition. Vous avez demandé, Clémentine Autain et les autres ont demandé à avoir deux terroristes. Mais pas des terroristes, monsieur. Je vous laisse Salia Maouri. Pas des terroristes. Vous pensez vraiment... Attendez, vous maintenez... Enfin, c'est un fait. Vous maintenez ce soir... pas la vérité. Attendez, vous ça maintenez... serait tellement simple. Attendez, là j'interviens parce que vous les appelez terroristes. Apparemment, Adrien Quatennens les appelle pas terroristes. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, alors, je ne parle pas de Salah Mouri, je parle du second. Le second a lancé une bombe qui a tué des civils, pas des militaires, des civils juifs. Si ça, ce ne sont pas des terroristes, moi j'ai un problème de vocabulaire. Mais c'est pas sérieux. Vous pensez vraiment qu'on organise un déplacement parlementaire c'est la officiel réalité. de députés pour la Mais c'est la réalité. C'est pas sérieux. Excusez-moi, des civils juifs, des civils israéliens. Israéliens, oui. Oui. Je vous appelle simplement à un examen de conscience. Il y a chez vous des gens... Il n'y a pas besoin... Vous êtes Attendez, pas obligé... je vais vous répondre, y compris sur Stéphane Poussier, parce que les Stéphane Poussier, vous savez, il peut y en avoir potentiellement dans toutes les formations politiques. Moi, personnellement, ce monsieur, je ne le connaissais pas. Et vous avez dit que nous l'avions désavoué. Non, c'est pas que nous l'avions désavoué. Et bien avant que lui fasse son tweet, la plupart des porte-paroles du mouvement La France Insoumise et de ses élus avaient clairement rendu hommage au geste héroïque d'Arnaud Beltrame et à ce que cela signifiait. Donc effectivement, des ahuries, il y en a partout. Et y compris quand il y en a chez nous, vous avez vu, on n'a pas tardé non seulement à les dénoncer, la justice a été rendue... J'ai commencé par ça. Non mais voilà, et par ailleurs, c'est pas propre à notre mouvement politique, il peut y en avoir partout des fous furieux. En tout cas, nous, on n'a pas attendu pour savoir comment on agissait derrière. Monia, c'est à vous, votre question. Alors Adrien, je vous invite à relever le niveau de ce débat. Vous comprendrez que je suis la caution philosophique de cette émission. Adrien, vous êtes né le 23 mai 1990, vous avez 27 ans. Mais à voir votre parcours et votre sérieux, j'ai l'impression que vous êtes Benjamin Button, à croire que vous êtes né adulte. Je vous ai préparé un petit questionnaire pour voir si vous êtes un jeune vieux ou un vieux jeune. Ça me fait rire juste parce qu'on m'a fait remarquer ça une fois. Au travail, je travaillais donc sur un call center, donc c'est un espace où c'est ouvert, quoi. Et les gens discutent, la moyenne d'âge est à peu près autour de 30-35 ans. Et on parlait de goûts musicaux, etc. Et y compris, on parlait de politique. Et un jour, il y a une collègue en face de moi qui pète complètement les plombs, qui se lève et qui dit « Mais Adrien, tu es vieux, tu écoutes la musique de mon père, tu as les idées de mon père, qu'est-ce qui t'arrive ?» Donc il y a un écho donc, dans ce que dit. Attention, le questionnaire, je me méfie. Vous êtes prêts? Alors Adrien, avez-vous déjà dragué sur Tinder? Non. Adrien, avez-vous déjà parlé à un dealer? Oui. Adrien, avez-vous déjà passé des soirées sur Netflix en mangeant des pizzas? Non, pas Netflix, mais des pizzas télé, oui, régulièrement. YouPorn? Garde ça pour moi. Ça s'est bloqué. Adrien, est-ce que vous avez déjà dit wesh? Non. Adrien, est-ce que vous avez déjà fraudé dans le métro? Non. Adrien, est-ce que vous avez déjà eu un plan cul? Non. Vous êtes un vieux jeune. Hop, c'est tout votre question. J'ai bugué, vous n'avez jamais eu de plan cul? Oui, c'est moi aussi. Oui. Non, pour la raison que j'ai connu mon épouse très jeune. À quel âge? À 18 ans. Et ça a été la première, et jusqu'à présent... C'est beau. Il n'y a pas de raison qu'il y ait autre chose. Faut continuer, c'est bon. J'aimerais vous montrer quelques images extrêmement choquantes des dégâts que produisent la pollution et la pollution sur notre planète. La première image, c'est Agloboshi. C'est une banlieue d'Accra, au Ghana. Et quand vous voyez ça, en fait, c'est la plus grande déchetterie au monde électronique. Et vous avez des gamins qui passent leur journée là-dedans pour essayer de trouver des métaux lourds et donc survivre. C'est absolument atroce. C'est à l'échelle d'une ville. La deuxième image, c'est les plages du Sénégal, les plages de Dakar. Elles ne sont pas toutes comme ça, évidemment, mais quelques-unes. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à Dakar pour constater cela. On peut le constater beaucoup plus près de chez nous. La troisième image, c'est la Chine, avec cette pollution absolument étouffante que subissent les habitants. Cette semaine, il y a Nicolas Hulot qui a porté un message extrêmement puissant. Je vous propose qu'on l'écoute et je vous pose ma question tout de suite après. 30% d'oiseaux en moins en quelques années.
80% d'insectes en moins à l'échelle européenne. Moi, ça ne provoque pas de la peine, pas de la colère, de la honte. Tout seul, je n'y arriverai pas. Oui, je vais vous présenter un plan biodiversité dans les semaines qui viennent, qui va succéder à la stratégie de la biodiversité. Mais très sincèrement, tout le monde s'en fiche, à part quelques-uns. Donc je veux simplement avoir un sursaut d'indignation et de réaction parce que l'humanité a une communauté d'origine avec le vivant et il a une communauté de destin avec le vivant. J'ai besoin de chacun d'entre vous. Merci. Ce message est un message qui devrait être universel. Ce message est un message urgent. Et on voit effectivement Nicolas Hulot qui parle de honte. C'est ce que nous devons tous ressentir à la vue des images que nous venons de voir et des faits qu'il nous explique. Est-ce qu'au-delà des clivages politiques, vous êtes prêts à voter le plan Hulot ? Évidemment que nous ne sommes pas une opposition de principe. Il ne s'agit pas de s'opposer systématiquement dès que ça vient de la majorité. Quand ça a du bon sens, bien évidemment qu'on vote avec eux. Je vais même dire qu'on le fait plus facilement qu'eux ne le font. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ce qui se produit plutôt, c'est que cette majorité rejette en bloc tout ce qui vient d'ailleurs que de ses rangs, et en particulier, je dois bien le dire, quand ça vient de la France insoumise. On a eu récemment une niche parlementaire où on a fait des propositions de loi, il faut le dire, assez consensuelles. Et en réalité, la majorité a tout rejeté en bloc parce que ça venait de chez nous. Et quelques semaines après, beaucoup de choses. On rejette beaucoup de choses, mais pas par principe. On rejette des choses quand nous ne sommes pas d'accord. D'ailleurs, moi, l'idée que je me fais des débats parlementaires, c'est qu'il faut se laisser convaincre aussi. Sur la question de l'appel d'urgence à Nicolas Hulot, il aura échappé à personne qu'effectivement, il y a une urgence écologique. Mais vous savez, en politique, on aurait tort de penser que les sujets peuvent être saucissonnés comme ça et que la crise écologique n'a pas à voir avec d'autres crises, et notamment la crise d'un modèle, qui est le modèle du productivisme, le modèle libéral, qui fait qu'on déménage le monde en permanence et qu'on aboutit en fin de course aux images terribles que vous voyez. Il y a une étude qui est parue en début de semaine qui nous dit qu'à horizon 2050, il ne restera qu'à peine 10% des sols sur la planète qui n'auront pas été impactés par l'activité humaine. Potentiellement, vous savez, ça génère un tas de problèmes. On nous parle souvent des phénomènes migratoires. Eh bien, alertez-vous, parce qu'en l'occurrence, si on ne règle pas la crise climatique, on nous promet jusqu'à des vagues de migration de 700 millions de personnes qui sont sans commune mesure avec ce qu'on connaît aujourd'hui, des gens qui vont être poussés à la sortie de toute façon. Donc il y a urgence à traiter cette question, et moi je crois qu'en matière d'écologie, l'urgence est tellement criante que ce n'est pas un petit plan qui va faire la différence, il faut changer de modèle. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous n'allez pas voter le plan Hulot. Ben non, pourquoi vous me dites ça? Déjà, on va regarder tout le détail de ce qu'il y a dans ces mesures. Si ça va dans le bon sens, évidemment, nous y serons. Et si c'est insuffisant, nous le dirons aussi, et nous verrons dans quelle mesure nous aurons été entendus. Bien, M. Champollion. Cette semaine, on a entendu autour de l'attentat de l'Aude des discours. Et par exemple, j'ai entendu Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement, expliquer que, hélas, c'est notre modèle du vivre ensemble qui ne fonctionnait pas, parce que vous comprenez, quand un jeune aujourd'hui veut un logement, il n'arrive pas à l'avoir, il a 20 ans, il ne peut pas se loger avec sa copine, et que ça explique beaucoup de choses. Donc, ça a réveillé chez moi une petite musique que j'ai l'impression d'entendre depuis des années. C'est-à-dire le fait que je sais et je pense qu'il y a un creusement des inégalités absolument monstrueux. Je pense qu'il y a des discriminations, oui, et je pense que nous devons collectivement essayer de lutter contre ce creusement des inégalités et un système global qui les fabrique. Pour autant, j'ai tendance à penser que le ressentiment est le pire des moteurs, et que l'excuse sociale permanente qui consiste à dire c'est la République qui a fauté, c'est l'État qui est coupable, et c'est l'État qui est coupable de la délinquance, c'est l'État qui est coupable du terrorisme, nous avons fabriqué des monstres, eh bien ça n'aide personne, et je pense que nous sommes en train de couler collectivement à cause de ça. Alors, pour vous répondre, moi je ne pense pas que ce soit des excuses, parce que rien n'excuse ce type d'acte. En revanche, je pense que ça peut contribuer à l'explication. Je ne dis pas que c'est la seule, mais force est de constater que tout cela s'exacerbe dans un contexte qui est celui que vous avez décrit, qui est celui de l'accroissement des inégalités, qui est celui du recul de l'État. Et moi, je ne peux que constater, et je pense qu'on peut le partager, ce constat, que là où l'État recule, là où le service public recule, là où la République recule, effectivement, d'autres avancent peut-être plus vite. Je compte particulièrement sur le fait que, pour lutter contre les communautarismes et contre le terrorisme, il nous faut une stratégie qui est globale, qui n'est pas que la réponse répressive ou sécuritaire. Enfin, on voit bien quand même
que ce contexte que vous avez décrit exacerbe tout ça, exacerbe ces tensions, participe de la montée des communautarismes. Mais ça n'excuse rien. Moi, je ne considère pas que c'est une excuse. Et effectivement, ce serait un tort que de considérer qu'on peut simplement se défausser là-dessus. Mais ça participe de l'explication qui est multifactorielle. Très bien. Franck-Olivier Gisbert, votre question. J'ai évidemment, comme beaucoup, été très choqué de voir Jean-Luc Mélenchon exfiltré, comme d'ailleurs Marine Le Pen, de la Marche Blanche mercredi pour protester contre l'assassinat de Mireille Knoll. Mais il est stupide de traiter, comme je l'entends parfois, Jean-Luc Mélenchon de raciste, d'antisémite, évidemment, mais pas une seconde je peux penser à ça. Il y a un problème quand même globalement dans l'extrême gauche. Et ça touche évidemment les insoumis. Et on le voit dans le discours de Daniel Obono. Il y a un problème évidemment, c'est que l'antisémitisme avance derrière le masque odieux de l'antisionisme. Est-ce que, aujourd'hui, quand on sait, historiquement c'est prouvé, que Israël a toujours été une terre juive depuis des millénaires, est-ce que l'antisionisme, au fond, ça n'est pas un antisémitisme light ? Écoutez, d'abord, plusieurs choses. Je ne me définis pas comme étant d'extrême gauche, ni personne dans ce mouvement. Oui, bon. Il y a une extrême gauche dans ce pays, vous pouvez la respecter, elle porte un nom, elle se revendique. Nouveau parti anticapitaliste, lutte ouvrière. Mais nous, sur cette question-là, nous sommes très clairs. J'ai vu des accusations absolument fallacieuses nous concernant, selon lesquelles, par exemple, nous mettrions en cause l'État d'Israël, mais pas du tout. Non, bien sûr, mais ce n'est pas la même chose. Je parle d'antisionisme. Je parle d'antisionisme. Mais évidemment qu'il faut combattre tous les racismes, l'antisémitisme, l'antisionisme, tout ce que vous avez dit est juste, mais... Moi, vous considérez aussi qu'Israël a toujours été une terre juive. Non, mais moi, je ne me prononce pas sur ce débat-là. Moi, sur cette question-là, c'est quand même central. Il y a beaucoup de gens qui refusent de le reconnaître. Nous sommes des onusiens jusqu'au bout, pour le coup. Ce n'est pas le sujet qui nous occupe. En l'occurrence, nous sommes pour la solution... en douche, hein, non, pas du tout. Nous sommes pour la solution... La solution, on la connaît, monsieur Franck-Olivier Gisbert. 1967, l'ONU. La solution à 2 États. Et nous, c'est la solution que nous favorisons. Je réponds à votre question. D'accord, mais maintenant d'accord. Okay. Voilà, si vous me permettez quand même, je veux pointer quelque chose, parce qu'il y a des responsables politiques qui, à mon sens, ont manqué de beaucoup de responsabilités dans la séquence. À commencer par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui le matin même sur France Inter mettait de l'huile sur le feu en disant que potentiellement il y avait besoin pour la France Insoumise de faire sa rédemption parce qu'elle aurait péché sur ces questions, alors que ce n'est pas le cas. De la même manière, alors que nous étions pris à partie par une petite bande de violents, à quelques mètres de moi se trouvait François de Rugy, président de l'Assemblée nationale. Il a vu la peur dans mes yeux. D'accord ? Il a baissé les yeux, il a tourné les talons. Il n'a pas été à l'auteur. C'est le garant normalement de notre institution, de l'Assemblée nationale. De la même manière, je veux le dire, le président du CRIF a joué un rôle tout à fait trouble dans la période aussi, en faisant de nous la cible, alors que nous appelions comme tous à marcher. Et de ce point de vue, il porte la responsabilité des actes qui ont été commis par la petite faction de la Ligue de défense juive. C'est une honte qu'on parle autant de tous ces actes. On était là pour saluer la c'est mémoire de cette femme. Le sens et on est en train de faire des débats qui n'ont pas leur place. Vous avez tout à fait raison. Absolument pas leur place dans ce qui s'est passé. Alors il faut mieux arrêter. Et par ailleurs aussi, que ce soit dit quand même, parmi ceux qui venaient nous prendre à partie, on a vu après, a priori les mêmes, les journalistes ont enquêté, permettre à Marine Le Pen, en étant escortée, de participer à la manifestation. C'est intolérable, voilà. Mais je veux le redire, notre présence hier, c'était notre devoir, c'était un acte d'amour. Et Jean-Luc Mélenchon a eu des mots très dignes en disant que le message que nous voulions porter, c'était que jusque dans le plus profond village de France, il fallait signifier, y compris à chaque juif, qu'il était sous la protection de la communauté nationale. C'est ce que nous avons dit. Raquel Garrido, question à Adrien Quatennens. Alors, Adrien... Qu'est-ce que tu vas me poser comme question ? Je sais que tu aimes la musique. Tu avais, on l'a vu tout à l'heure, un groupe de rock quand tu étais plus jeune. Et je sais que tu as reformé, ces jours-ci, un groupe de rock à l'Assemblée nationale avec des assistants parlementaires. Et donc voilà, je voulais que d'abord tu me confirmes cette info et puis éventuellement que tu nous pousses la chansonnette. Ah ouais, ça serait une très bonne idée. Ah ouais. Après tout ça, ça nous ferait du bien quand même, parce que là, on a une semaine éprouvante. Oui. Alors c'est vrai que je suis un passionné de musique, je l'ai beaucoup pratiqué avant de faire de la politique. Les chicons, comment ça s'appelait ? Ça s'appelait les chicons gratins à l'époque. mais rien de sérieux pour le coup. Mais en arrivant à l'Assemblée, j'ai découvert que plusieurs collaborateurs du groupe faisaient de la musique régulièrement. Et donc, je les ai rejoints. Alors, quand il n'y a pas séance de nuit à l'Assemblée nationale, parfois, il y a l'exutoire de la musique. Et justement, on était en répétition hier. Donc, les membres du groupe, quelques-uns, en tout cas, pas tous, sont là ce soir. Donc, si vous voulez, on peut... Ah oui, allez-y, là.
pour démarrer. Je rêve d'être flambé au-dessus du Vésuve et me défonce au gaz échappé dans le diesel. À la manufacture métaphysique des flux où mes synapses explosent en millions d'étincelles. J'ai volé mon âme à un clown mécanique du rock'n'roll cartoon. J'ai volé mon âme à un clown au cœur de Claude et Baby Baboon. J'ai volé mon âme à un clown. J'ai volé mon âme à un clown mécanique du rock'n'roll cartoon. J'ai volé mon âme à un clown au cœur de Claude et Baby Baboon. J'ai volé mon âme. Ouais, bravo. Ouais. C'était une grande première. Hein. On est tous France Insoumise, là. Bah oui. Bon, vous en voulez une autre, alors? Ah ouais. Bon, je change de poste, alors. Et puis, comme c'est vrai que, Raquel, on a déjà poussé la chansonnette en chambre, si tu le veux La bien, France peut-être Insoumise réunie. peut-être que tu peux Ah, venir j'adore la pousser la France chansonnette Insoumise. avec nous ce soir. Mais je savais pas que c'était ça, moi. Mais je savais pas. Allez, Raquel. Remplace-moi à ce poste-là. Allez, je savais pas que la France Insoumise... Ah oui. Si on aurait su, on aurait été Bah, France si on aurait Insoumise. su, on aurait voté Ah ouais. Mélenchon. Ouais, ouais. Alors. Ah, c'est cool, ça. Ça, c'est des bons moments, ça. Ah bah oui. Ah bah oui. Faire une virée à deux, tous les deux sur le chemin. Dans ton automobile, tous les deux on sera bien. Toute la nuit danser le calypso, dans un dancing avec Lucien Arnaud. Au milieu de la nuit, en catimini, et dans la l'opéra, la douce vie, on s'ennuiera toute la vie, danser le calypso en Italie, et boire allégresse de la Nostromo, dès qu'en Paris est à l'eau. Danser le calypso, dans un dancing avec Lucien Arnaud, et boire allégresse de la Nostromo, dès qu'en Paris est à l'eau. Et là, bravo, c'était un très bon moment. Après la semaine que nous avons vécue, mes amis, ça fait du bien de se retrouver. Bravo. C'était les 7 mercenaires face à l'invité Fil Rouge. C'est Hubert Félix Thieffen, un artiste que je vous invite à découvrir. Et maintenant, les fausses infos qui sont plus vraies que les vraies. Et inversement, c'est le fake no fake. Alors, les chroniqueurs vont-ils battre la prod? Éternel sujet, celui de ce Ça soir, ne s'est jamais produit. Non. Existe-t-il des lentilles de contact qui enregistrent les souvenirs? C'est le fake no fake de la semaine. On regarde. Ah oui. C'est plus haut, là. Enregistrez tous vos souvenirs, les meilleurs et les pires moments de votre vie, les mains dans les poches et en un clin d'œil, du jamais vu. Pourtant, ce sera bientôt possible grâce à des lentilles très intelligentes. C'est le géant Samsung qui a décidé de nous en mettre plein la vue en créant des lentilles de contact capables de filmer des séquences sur demande. Pour la conception de ce produit, on s'est largement inspiré de la série Black Mirror.
Le concept nous a séduits. Pouvoir tout traquer, tout prouver et ne rien oublier, grâce à des lentilles magiques, tout le monde en rêve. Pour enclencher le mode vidéo, vous n'aurez qu'à cligner des yeux, en insistant un peu, et les images seront directement stockées dans une puce située sur la lentille. Avec ce concept, le géant souhaite développer un business du souvenir. Alors méfiez-vous, votre vie n'aura bientôt plus de secrets. Existe-t-il des lentilles de contact qui enregistrent les souvenirs? C'est le fake, no fake. On va commencer avec Natacha, qui est toujours parfaite. Toujours. Fake. Fake. Ah oui, là, j'y crois pas. Non, c'est un tout petit peu trop. Ouais. Mais j'adorerais imaginer ça, puis surtout le jour où ce sera piraté. Ça n'est pas la parce que c'est question. là où ça devient drôle. D'accord. Raquel. Moi, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai qu'une lentille peut capter les informations. Après, la question, c'est le stockage, en fait. Ça me semble assez peu crédible. Où est-ce que ça stocke les images? Les images, C'est bon, voilà. c'est non, tu vas pas Mais nous disons faire une que théorie. ça, l'intendance, elle suivra. Sur le fond, la technologie qui peut enregistrer avec la Fake, no lentille. fake. Pas fake. No fake. No fake. Fake, no fake. Vous? Moi, j'adorais que ça existe parce qu'à l'époque de Balance ton porc, ça serait génial d'enregistrer ces agressions comme ça. Ça serait pas la parole de la nana contre les porcs. Mais je pense que c'est faux parce que tu as raison. Où est-ce qu'on stocke tout ça? Non mais vous êtes... C'est pas le problème. Le problème, c'est la production veut nous baiser. Donc là, ils veulent nous... C'est au 3e degré avec ces gens-là pervers. Ils veulent nous choquer en pensant que du coup, on va dire c'est vrai. Je crois absolument pas ça, c'est complètement faux. Mais Comme c'est ce qu'on toi. a dit. C'est faux. Non, mais elle croit tout. Elle Bah croit oui, elle est tout. France Insoumise. Elle croit tout, mais bien sûr. On leur ferait gober n'importe quoi, ces gens-là. Moi, monsieur. Donc, pour le c'est moment, ça. on est plutôt dans le fake, toi. Moi, je trouve que c'est le début de l'homme robot. Je déteste l'idée que ça puisse exister parce que la nostalgie, tous ces souvenirs dont on se souvient à travers l'odeur, voilà, je préfère que ça reste comme ça. Je déteste cette idée qui nous emmène vers quelque chose de complètement inhumain et voilà. Et donc je pense que c'est complètement faux. Alors c'est assez malin de la prod, c'est-à-dire ils reprennent une info qui était dans les journaux sur les lentilles et les souvenirs, bien sûr, comment réimprimer les souvenirs. Mais ils ont mis le truc un peu à l'envers. Pour moi, c'est fake. Adrien. Moi, je pense que ça pourra exister, mais je crois que c'est fake juste pour la question du calendrier. Je doute du fait que ça existe à cette heure. Voilà. D'accord. Bon. Il est très Stéphane, content. c'est fake ou c'est pas fake? Les aveugles, ils font comment? Qu'est-ce qu'il va Mais dire? ça existe vraiment aujourd'hui. Oh là. C'est moi qui avais raison. C'est déjà sorti et ce sera bientôt commercialisé. Non, menteur. C'est pas un bon comédien. Bravo la prod. J'ai tendance à penser que tu montes, là. Bravo Stéphane. Bravo Stéphane. Attends. Pour une fois qu'il gagne. T'inspires tellement peu confiance que même Adrien, il te croit pas. Moi, j'ai dit que ça allait exister dans un futur très proche. Mais Bravo. à cette heure, Franchement. Tu es la seule qui a dit que c'était vrai. Bravo, Raquel. Bravo Raquel. Le jingle de Raquel. On est tous d'accord. Les Raquel du samedi, du bleu sur les paupières, le tour aussi. Mais là-bas, près du comptoir, on voit, nous on danse pas, on est là pour voir. J'ai dit à Raquel, quand je serai très âgé, que je repenserai à ma vie, je te verrai en train de faire nada. J'adore. Quand il y a son jingle, elle est complètement... Bon, bravo en tous les cas, Raquel. Et vous êtes fait avoir par la prod. Ça n'arrive Une pas fois souvent, n'est pas coutume, Ça n'arrive pas souvent. je dirais. Voilà. Adrien Quatennens, faut-il reconnaître le burn-out comme une maladie professionnelle? Réponse après la pub dans la deuxième partie des Terriens du dimanche. L'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. À tout de suite. Rebonsoir les Terriens du dimanche. Nous sommes de retour sur Terre dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Toujours en compagnie des 7 mercenaires, Natacha Polony, Raquel Garrido,
Satoussi, Monia Cachemire, François-Olivier Gisbert et Gilles-William Goldmanel. Ce soir, face aux 7 mercenaires, Adrien Quatennens. Et maintenant, c'est l'heure du zapping des terriens. Alors voilà, chaque semaine, les terriens vous proposent désormais le tour du monde des images les plus ovniesques. Le principe, bah, c'est facile, on vous montre une vidéo et vous réagissez après, c'est tout con. Voilà, on commence, direction l'Inde. इसमें एक जीपीएस सिस्टम है, कॉलिंग सिस्टम है, ताकि जब कोई माँ बहन इसे पहन कर कहीं भी जाए तो इसमें 100 नंबर फीड होगा। पुलिस को आप तुरंत इन्फॉर्म कर सकते हैं, इसमें लोकेशन उसे पुलिस को दिखेगी और वो जान सकेगी कि आपके यहाँ आप कहाँ हादसा हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो तुरंत वहाँ पे प्रेजेंट होगा। Et voilà la culotte anti-viol, c'est une des culottées. Monia. Bon, c'est ok, super, c'est une bonne idée, mais c'est pas aux femmes de porter une ceinture de chasteté nouvelle génération Bridget Jones style. C'est à certains hommes de contrôler leurs pulsions. Enfin, je veux dire, pourquoi on se promènerait avec ça? Je veux dire, alors que ça coûte 50 € en même temps. Non, mais en plus, il faudrait en avoir combien? 7 par jour? Oui. Enfin, 7 par semaine. Enfin, Mais on en est là, et si on en est là, c'est que les chiffres sont assez flippants, notamment en Inde. Ah oui. Mais tu porterais une culotte comme ça pour, Non, mais faire absolument pas. Non seulement je la Pour porterais pas, on dirait une couche, ça abîmerait la beauté de l'ensemble que je porte aujourd'hui. Mais. Hein? Non, je rigole. Non, mais surtout, arrêtez, le sujet est sérieux. Non, mais surtout, clairement, on cherche tout. Même le plus fou pour se protéger aujourd'hui des agresseurs. Ouais. Alors on sait quand même que c'est de plus en plus dur pour les agresseurs, et tant mieux. Donc je trouve que c'est quand même assez dramatique d'en arriver à ce genre d'innovation pour protéger les femmes en Inde. Et quand on regarde les chiffres sur les viols en Inde, c'est absolument dingue. C'est les femmes dans le monde, c'est pas qu'en Inde. C'est vrai qu'il y a une importance très forte des viols en Inde. Mais clairement, on peut inventer toutes les culottes qu'on veut. Bon, d'abord, le harcèlement, les agressions sexuelles, ça ne se passe pas qu'au niveau de la culotte, hein. Y compris les chiffres en France. C'est une femme sur 20, je crois, par an qui dit qu'elle a été victime de harcèlement sexuel. Ah, on parle du viol. Mais clairement, rien ne remplacera jamais. C'est pas qu'à la culotte. Rien ne remplacera jamais les moyens humains, il faut le dire, y compris en termes de prévention, et aussi dans les moyens de déposer plainte et de se protéger. On a besoin de moyens humains. Donc direction l'Italie. Ah, c'est dégueulasse. Mais oui, mais c'est comme ça dans la c'est pour plupart vous, des là, États. c'est pour vous, là. Mais oui, mais parce qu'elle a vous montré l'Italie, vous stigmatisez l'Italie, mais il y a ça en France, il y a ça aux États-Unis, il y a ça en Allemagne, il y a ça partout, parce qu'il y a un mépris de l'animal. Ben oui. Alors évidemment, il y a des merveilleux élevages, et il y en a encore quelques-uns, et Dieu merci, mais c'est ça qu'on mange. C'est ça votre... Oui, mais c'est ça votre jambon. Ah, moi, j'en mange pas du jambon. Les pâtés que nous montrait Natacha la semaine dernière, c'est ça au départ. Non, mais avant que tu dises quoi que ce soit, j'allais dire que le cochon, pour être propre parfaitement, que je ne voudrais pas pour autant en manger ou qu'on l'avale. Sauf que ça, c'est pas le sujet. Ça n'a rien à voir avec ma religion. Avant d'arrêter la viande, je mangeais principalement de l'andouillette et du pied de cochon. Alors, juste excommunié. Un mot très bref. Ce que vient de dire Gilles William détruit toute l'argumentation, puisqu'en fait le but n'est pas de condamner... Non, Gilles William, qui vient de dire que de toute façon, même si c'était propre, il trouverait ça scandaleux, ce qui prouve bien qu'en effet, votre problème, c'est qu'on mange de la viande. Oui. Donc, pour ceux... Et notamment du cochon. Voilà, pour ceux qui mangent de la viande, en revanche, ce genre d'horreur existe, bien sûr, mais ce n'est pas la totalité. Ça, c'est par exemple le jambon de Parme, en effet, qui est de la merde industrielle, et il y en a beaucoup. Le jambon de Bayonne, qui a étendu l'aire d'appellation, c'est le même genre de choses, c'est-à-dire tout ce qui est industriel. Donc, si on en mange moins, mais qu'on choisit
une charcuterie qui est artisanale, qui est faite dans des conditions correctes, on évite de cautionner un système économique. Je l'ai déjà vu 4 fois. En revanche, faire croire... On s'en lasse pas. Pardon, mais on n'a pas le droit de raconter n'importe quoi et de mépriser des artisans et des gens qui bossent. Or, c'est ce qu'a fait Gisbert, et je trouve ça inacceptable. Adrien, attends, un mot de notre invité fil rouge quand même. Derrière aussi une logique de moins cher et d'une production folle. On a vu des fermes de 1000 vaches, etc. Oui. Derrière tout consommateur qui cherche du moins cher parce que le pouvoir d'achat est écrasé, il y a potentiellement aussi un producteur. Parce que les gens, parfois, effectivement, ça leur arrive, travaillent. Et donc, si on cherche à produire moins cher, c'est souvent des conditions de production qui sont socialement détestables ou environnementalement détestables également, ou de la maltraitance animale, comme on peut la voir dans ces ateliers. Et voilà. C'est la faute du libéralisme, 3e sujet. On poursuit en France. Très drôle. 8 fois 6, 48, 8 fois 7, 56, et tous ceux sont intagibles, et nous êtes titi. 8 fois 8, 64, 8 fois 9, 72, maintenant je suis fort en maths, alors qu'avant c'était la loose. 7 fois 6, 42, 7 fois 7, 42. On estime aujourd'hui que notre atmosphère ambiante est un mélange de gaz dans les proportions suivantes. 78% de diazote N2, 21% de dioxygène O2 et 1% pour le reste. Argon, c'est eau de vapeur d'eau juste avec. Bravo! Bravo! Ah, ce collège, Georges Brassens, a brasé en pleine. En tous les cas, bravo, c'est vraiment extraordinaire. J'adore. Il n'y a rien à dire à part bravo, voilà. Non, peut-être pas tout à fait non plus. Si, mais oui, si. oui, Je veux dire, c'est très sympathique, mais ça ne changera pas grand-chose. C'est-à-dire, si c'est une manière mnémotechnique, une oui, des manières. mais il en existe beaucoup d'autres. La seule chose à dire, c'est que apprendre par cœur, c'est pas complètement con, comme on l'a répété pendant 40 ans. Donc après, on peut apprendre par cœur en rap, ou on peut apprendre par cœur calmement. Mais il ne simplement s'agit apprendre pas par que cœur, ça d'apprendre forme par le cœur. cerveau. Il ne s'agit pas que d'apprendre par cœur, il s'agit de sensibiliser les jeunes à des matières pour lesquelles ils n'ont pas forcément d'affect. Il y a une autre anecdote, c'est par exemple, il y a eu les journaux télévisés râpés pour faire en sorte que les jeunes s'intéressent à l'actualité. Mais c'est vraiment Et pour les jeunes pour des cons. Moi, je trouvais ça absolument top. Je trouvais d'abord que c'était innovant et qu'en plus, tu avais envie d'écouter en profondeur ce que disait l'autre. Vous voulez qu'on regarde? Ouais, j'adore. Moi, je vous montre. Parce qu'en fait, ça s'est passé au Sénégal. Et le Sénégal étant innovant, regardez le journal télévisé. Vive le Sénégal! Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a de bonnes, il y a de mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Autre sujet d'actualité, c'est la crise malienne. Désormais, la guerre est sale, c'est la guérilla urbaine. Moi, petit Tombouctou Gao sont des repères d'islamistes. Acmi en sardine, Moudjao, bref, des terroristes. Mais ouais, c'est génial. C'est génial. Ouais. C'est sympa, mais il n'y a pas d'infos. Mais tu sais que Mais le rap... j'écoute le rap, j'aime le rap. Ah bon, t'écoutes du rap? Mais je Oui, rêve oui. de devoir danser. Quand je t'ai vu danser tout à l'heure déjà. Toi, t'as vu comment tu danses? T'as vu comment tu danses? Non, attends, sérieusement. Ils ne font pas le zénith tout de suite, en tout cas. Non. Je te rappelle que tu as appris les tables de multiplication en chantant. Et Oui. Bon, alors. Ah, oui. mais- Oui, Bah, voilà. j'ai... On continue en Russie. Все детство я был где-то там внизу. На концертах срать на звук, я знал все тексты наизусть. Но сам к такому заранее не готовился. Безымянный подросток с окраины мегаполиса. Как происходит так, что всего лишь за эти годы дети хором подсели и множатся эпигоны. А мне неловко, будто в первый раз налет стал. Оказывается, я делал мамоёбство. У родителей паника, лбы покрыты испариной. Дети, зовите меня Йети, снежный человек. Voilà, donc Vladimir Poutine a-t-il gagné les élections? Oui. Bah, évidemment qu'il les Mais a gagnés. avec un petit bourrage d'urne quand même. Bon, oui, avec un petit bourrage gros dur. bourrage. Simplement, il ne faudrait pas que nous, en Occident, nous nous rassurions en Ouais. nous disant « Oh, il a triché, c'est pour ça qu'il a été réélu ». D'abord, je pense que les Russes non plus, pas plus que les Indiens ne sont des débiles. Ils choisissent, et ils choisissent en fonction de ce qui leur convient et de ce qui répond à leur volonté actuelle. Or, ils ont un besoin de fierté nationale. Non, mais d'abord, Poutine n'avait vraisemblablement pas besoin de ce bourrage d'urne pour gagner l'élection. D'abord, il faut le rappeler, il y avait un autre enjeu, et je pense qu'il peut l'expliquer parce que ces fraudes, elles ont été constatées, c'était la participation. Bien sûr, qui bien est très sûr. importante. Et puis par ailleurs, je profite de l'occasion pour dire que, parce qu'on nous a souvent fait ce type de procès aussi,
qu'en l'occurrence, nous, on ne s'intéresse pas tant au régime qu'aux intérêts qu'on a à défendre. Et il est clair que pour la France insoumise, si nous avions à voter dans cette élection, nous n'aurions pas voté pour Vladimir Poutine. Oui. Et vous auriez voté pour qui? Pour Groudinine, qui était le candidat du Parti communiste, et précédemment d'ailleurs, à l'époque où on nous faisait ces procès en poutinolâtrie prétendue, notre candidat, en tout cas celui que nous soutenions, il était en prison. Donc le candidat du Front de gauche en Russie, et quand il est sorti de prison, il a d'ailleurs eu un message de remerciement. Vous pensiez qu'il était mieux de voter pour le... Non, je suis sans ironie, je veux comprendre. Mais c'est toujours mieux quand vous le précisez, en tout cas, je le remarque. Oui, non, mais parce que j'attends votre réponse. Moi, ça me choque un peu que dans un pays... encore le goulag, tout ça, oui. Oui, mais si je peux... Oui, non, mais c'est tellement convenu, si vous voulez. Mais vous êtes dans un pays... moi, je sais pas, je m'imagine pas voter pour un néo-nazi... en Allemagne. Moi, je pense que je suis un peu choqué, mais c'est vrai que je suis un anticommuniste assumé, qu'on puisse encore vouloir voter communiste dans l'ex-Union soviétique. Ça me choque. Je ne suis pas communiste par ailleurs, mais... Mais vous vouliez voter communiste, là? Oui, mais vous savez, dans le programme de ce candidat, il n'y avait pas le goulag ou tout ça. C'est juste un programme de réhabilitation des services publics, etc. C'était pas dans le programme de tout ce qui Lénine vient. ou de Staline non plus. Et là, en l'occurrence, il ne s'agit pas de voter pour ces gens-là. Il s'agit clairement d'une élection qui vient d'avoir lieu. Non, mais c'est et en l'occurrence, nous soutenons un candidat qui avait un programme démocratique aussi, et beaucoup de choses qui auraient pu justement faire un vrai contre-pied à la politique menée par Vladimir Poutine. C'est du pro-communisme. Une fois qu'on a dit ça, la poutinophobie est quand même une vaste connerie. C'est clair. Ah mais par ailleurs, moi là-dessus, je veux insister sur quelque chose, c'est qu'il y a un vrai danger. Il est là, il existe. Il y a un vrai danger, y compris d'ailleurs. Moi, je veux le dire, c'est qu'il y a un vrai danger, notamment, et là, je vais sûrement rejoindre Natacha sur les États-Unis d'Amérique, qui ciblent quand même dans leur... C'est le clan des rouquins. Il y a un côté roukmout qui cible régulièrement la Russie et la Chine comme une menace prétendue. Moi, je veux le dire à cette heure, la Russie n'est pas une menace. Elle est un partenaire, et j'ai envie de dire, peu importe qui est à sa tête. Vous savez, si on se soucie... Attendez, juste, je termine. Là, vous êtes sur les positions de Trump, d'ailleurs. Non, mais je conclus. Juste, si on se soucie à chaque fois de savoir de quel régime on parle, plutôt que de simplement parler aux États, on ne parlerait plus avec 90% des pays du monde. C'est gaulien, ce qu'il dit. Oui, il a raison. Non, mais je ne suis pas contre. Donc, direction les États-Unis. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Tout le monde se fait avoir. C'est absolument génial. 14 millions de vues. On continue en Inde. Ramila, 23 ans, vient de gagner 4 000 €. 15 ans de salaire pour elle. On est en Inde, tout le monde ici est contre ça. Alors ces femmes le font, mais en se cachant. En Inde, une mère porteuse pouvait recevoir 4 000 €. C'est l'équivalent de 15 ans de salaire. Ça vous choque? Ah oui, évidemment. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Moi, ce qui me choque, c'est que le corps des femmes indiennes coûte beaucoup moins cher que celle des femmes américaines ou autres, où on facture des 80 ou 70 000 €. Voilà, ça me choque. Donc que les étrangers Si c'était viennent... payé 80 000, ça vous choquerait moins? Non, ça me choquerait de la même manière. C'est la marchandisation du corps. Finalement, on exploite la détresse et la pauvreté des gens pour ça. La loi de la bioéthique est révisée cette année. On parle beaucoup, on a vu les manifestations où on parle de PMA, GPA. Ce qui me dérange, c'est qu'on mélange tout en même temps. Ouais. Il faut faire la différence entre la procréation médicale assistée c'est clair. et la GPA, c'est-à-dire les mères porteuses. On va se retrouver dans un monde où je peux comprendre que le désir d'enfant est vital. Genre, même moi, je rêve d'avoir un enfant. Mais après,
voilà, est-ce qu'on va demain avoir des usines de gestation dans les pays sous-développés parce que les femmes sont dans des situations précaires et qu'on va aller justement Il y a un payer... côté Hitler-Jugend. Oui, C'est vrai, absolument. On nous a sorti en plus à l'occasion, puisqu'il y a cette révision pour bientôt, un sondage expliquant que désormais, une majorité de Français, 55% si je ne me trompe, étaient favorables à la gestation pour autrui. Ce qui est une façon, en fait, de mal poser le problème. Parce que si on pose la question sans expliquer qu'il y a ça derrière, oui, les gens se disent, après tout, pourquoi pas, si c'est consentant, il peut y avoir une GPA éthique. Il n'y a pas de GPA éthique, parce qu'à part dans des cas très particuliers, c'est-à-dire par exemple une sœur qui le fait pour sa sœur, oui, mais à part ça, c'est en effet un commerce. Et dans un commerce, vous avez des gens qui sont exploités. C'est-à-dire que le jour où il y aura une femme très riche qui le fera, on pourra peut-être commencer à se dire que c'est possible. Pour l'instant, c'est que des pauvres. Allez savoir pourquoi. Dans tout commerce, il y a un exploitant, un exploiteur. Pas dans tout commerce. Mais dès qu'il y a une trop grande différence, une trop grande inégalité entre le demandeur et celui qui peut offrir, alors oui, ça crée de l'exploitation. Adrien Quatennens. Ça pose bien sûr la question de la marchandisation du corps humain. Nous défendons la procréation médicalement assistée, parce qu'on voit que c'est un parcours du combattant pour beaucoup qui doivent partir à l'étranger pour faire des enfants. Par contre, sur la question de la GPA, oui, moi je suis complètement d'accord, nous y sommes opposés. Et je pense ne pas me tromper, je crois que Jean-Luc Mélenchon avait été interrogé sur ce sujet pendant la campagne présidentielle. Il avait dit « Moi, je serai pour la GPA le jour où une femme riche portera l'enfant d'une femme pauvre. Direction les Émirats Arabes Unis. Voilà, après la piste de ski en plein désert, la ville de Dubaï ajoute une corde à son arc avec une tyrolienne. Voilà. Ouais, ce sera jamais mieux que le téléphérique qui sera bientôt installé à Marseille. Oui, entre le Vieux-Port et Notre-Dame de la Garde. C'est autre chose quand même. Ça aura de la gueule. Voilà. Et la baleine qui s'est perdue dans le port. Comme il n'y a rien à faire, ils inventent des trucs. Et j'étais à Noël et je leur ai dit, mais bon, pourquoi vous faites tout ça? Ils m'ont dit, on va avoir 20 millions de visiteurs pour l'exposition universelle. Une fois que l'exposition universelle de 2020 sera passée, qu'est-ce que vous allez faire de tous ces équipements? Et ils m'ont dit, il y aura des jeux. C'est-à-dire qu'ils ont des îles qui ne sont pas sous la loi de la charia, où ils feront des jeux, des casinos. Je pense que ça doit être la seule fois où tu peux t'envoyer en l'air dans un pays musulman sans te faire arrêter. Ça, c'est vrai. Voilà, c'était le zapping des terriens. Et maintenant, continuons en zone libre avec celle de notre invité fil rouge. Alors, faut-il reconnaître le burn-out comme une maladie professionnelle, un sujet explosif qu'Adrien Quatennens brûlait d'envie d'évoquer? On en parle juste après avoir écouté le témoignage de Reine Jaillon. Trouble so hard, ooh Lord, trouble so hard, don't nobody know my trouble but God. On est souvent, en tant qu'infirmière, seule ou voire à deux les week-ends. Pour combien de résidents? 102 résidents. Il faut être partout à la fois et puis voilà, vous cumulez des erreurs, vous faites des fautes. Vous vous sentiez comme le pilier de l'établissement? C'est pas que je me sentais, j'avais l'impression que parfois j'avais les pattes dans mes mains. Je me disais, c'est pas possible. Si je m'en allais, mais qu'est-ce qui se passerait? Je travaille 6 jours sur 7. J'ai parfois un jour de repos le mercredi. Mes collègues me préviennent, me disant « Reine, tu vas pas tenir, tu vas tomber. » Et moi, bien sûr, super-héroïne, non, ça va aller. À quel moment les choses ont dégénéré? C'était le vendredi 29 avril. En fait, la panique m'a pris et quand je suis arrivée dans l'établissement, j'angoissais, je tremblais. J'étais obligée de me cacher tellement que je paniquais. Et quand je me trouvais face à mes collègues, je me mettais à trembler et à pleurer. Vous dites que vous vous êtes enfui. Pourquoi et comment ça s'est passé?
Alors, je me suis enfuie. Il fallait que je m'en aille. Il n'y avait pas d'autre solution. Pour moi, c'était la fuite. Il fallait que je parte. Il n'y avait pas d'autre choix. Voilà. C'était la fuite ou la mort, je pense. Vous aviez des idées noires? J'ai eu des envies de mourir, oui. J'ai beau des fois, parfois, avoir le sourire, c'est pas facile de l'avoir. Parfois, j'aimerais bien rester au fond de mon lit, partir loin, puis exister. On est sur la route de votre travail. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous prenez cette route? Ça me génère trop d'angoisse que de repasser devant mon lieu de travail ou d'apercevoir d'anciennes salariées ou la peur d'apercevoir des familles de résidents. Je ne saurais quoi leur dire en fait sur mon départ. C'est vraiment la première fois avec vous là que je revois le bâtiment d'aussi près. J'ai les mains qui tremblent et je claque des dents. Bon, là, j'essaye de prendre sur moi, j'ai les muscles contractés. Voilà, je suis complètement angoissée à l'idée de re-regarder ce bâtiment, quoi. Vous vous sentez comment aujourd'hui? Pas bien. Pas bien parce que je sais pas ce que je vais devenir encore. J'ai pas de réponse. Qu'est-ce qui vous tient debout après tout ce que vous m'avez raconté? Ma famille. Après, le reste, j'ai perdu. C'est dur. Voilà, alors ce qu'il faut savoir, c'est que le 1er février, l'Assemblée nationale a rejeté une proposition portée par François Ruffin qui visait à faire reconnaître comme maladie professionnelle les pathologies psychiques liées au burn-out. On pourrait penser qu'avec tous les progrès, y compris les progrès techniques qu'il y a eu, eh bien, on aurait pu faire en sorte d'alléger la souffrance. Sauf qu'on le voit bien, il y a à la fois la question, là en l'occurrence, des EHPAD, des services publics, où il y a de moins en moins de moyens, on demande d'en faire toujours plus avec moins de moyens. Et puis il y a aussi cette compétition qui s'est exacerbée dans tous les domaines de la société, qui fait que, effectivement, dans l'entreprise, tout le monde est en compétition contre tout le monde, les boîtes sont en compétition entre elles. Et donc plutôt que de faire en sorte que toutes nos avancées puissent libérer du temps, faciliter la vie des gens, on presse le citron jusqu'au bout. Si on traduisait le terme de burn-out, c'est se consumer de l'intérieur, c'est se cramer au boulot, voilà ce que ça veut dire. Et on voit des gens qui meurent au travail, il y a des suicides sur les lieux de travail. Et franchement, l'exemple est parlant, parce que quand ce sont des soignants qui se rendent malades, c'est bien qu'on marche sur la tête pour le coup. Donc ce que nous avons voulu faire avec cette proposition de loi, c'est continuer un travail parlementaire qui a par ailleurs été commencé avant nous, pour la raison que ce sujet fait assez consensus dans la communauté scientifique. C'est assez clair depuis les années 70 qu'il y a un lien entre la souffrance au travail et certaines pathologies. Alors, je veux préciser les choses. Ce n'est pas le burn-out qu'on voulait faire reconnaître comme maladie professionnelle, pour la raison que, pour le coup, dans la communauté scientifique, on ne s'accorde pas précisément sur les contours du burn-out. Par contre, il y a quelque chose qu'on peut faire. C'est qu'il y a des maladies qui sont des maladies scientifiquement reconnues, qui sont des pathologies psychiques, dont on sait qu'elles ont un lien avec l'épuisement professionnel. Donc la proposition de loi visait à faire reconnaître comme maladie professionnelle les pathologies qui résultent de l'épuisement professionnel, pour être très précis. Il y a autre chose qu'il faut dire quand même là-dedans, c'est que le patronat n'a pas intérêt à ce type de loi, pour la raison que, vous le savez, en termes, si c'est reconnu comme maladie professionnelle, ça leur coûte en cotisation patronale avec les bonus-malus. Mais à cette heure, à l'heure où on se parle, c'est la collectivité qui paye pour toutes ces maladies professionnelles qui ne sont pas reconnues. Et on le voit bien aussi dans les reconnaissances. En France, c'est à peine 400 burn-out, entre guillemets, ou maladies psychiques reconnues comme étant liées au travail. En Belgique, où le tableau de reconnaissance que nous avions proposé existe, on en reconnaît plus de 80 000 par an. Donc on le voit bien, il y a véritablement un vrai souci à la fois sur la facilitation de la reconnaissance, et en même temps, ça pose la question de l'organisation au travail. Pourquoi est-ce que, alors qu'aujourd'hui, un salarié français produit en moyenne 4 à 5 fois plus que dans les années 80, compte tenu du bon technique qu'on a fait, pourquoi on en demande toujours plus aux gens? Pourquoi courir sur toujours plus comme ça? Mais c'est bien le problème, vous le mettez en cause. Attends. Moi, j'ai été élevé dans un monde, je vous le dis franchement, où ça n'existait pas. Voilà. Mon père s'est tué au travail toute sa vie, moi je me suis tué au travail toute ma vie. Pour nous, c'est de l'hébreu. Excusez-moi, je veux bien croire que ça existe. Mais effectivement, quand on travaille, ça fatigue, oui. C'est vrai qu'il y a des gens qui font de la dépression au travail. C'est vrai que le sujet de la dépression ou du burn-out est scientifiquement... Il y a des gens qui meurent au travail. Et scientifiquement tout à fait discuté, et que ça soit la collectivité qui rembourse
ou que ça soit une charge supplémentaire pour les entreprises qui s'en passeraient bien. Mais c'est la question de la responsabilité. C'est comme la logique du pollueur-payeur. Pourquoi est-ce que ce serait la collectivité qui paierait alors qu'on sait très bien que certaines méthodes de management produisent ces effets? Ce que je veux dire, on peut pas. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a des êtres qui, par rapport au travail, parce qu'ils veulent. C'est vrai que c'est un moderne, parce qu'ils veulent avancer, parce qu'ils sont, par rapport aux autres êtres, les gens sont différents, extrêmement exigeants envers eux-mêmes, pètent les plombs. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais pour autant, si vous me dites qu'il y a effectivement des maladies psychiques précises, dûment répertoriées, qui pourraient valoir remboursement, je ne dis pas contre. Mais rembourser comme ça, systématiquement, les gens qui pourraient se plaindre d'avoir pété les plombs. C'est pas se plaindre, non. Là, en l'occurrence, c'est du sérieux. Vous savez, pour créer la proposition de loi, pour faire la proposition de loi, on a auditionné, vous savez, des gens, des docteurs, des médecins, des psychiatres. C'est scientifique. Vous avez oublié quelque chose. Non, mais ce qui est vrai. Vous avez oublié quelque chose, c'est d'auditionner aussi les petits patrons. Mais on Vous l'a avez fait. parlé du patronat, vous avez parlé des salariés, vous avez parlé de se cramer au travail et en entreprise. Moi, je suis pas salariée. J'ai vécu le burn-out. Je sais ce que c'est que le burn-out. Eh bien alors ? Attendez, j'ai eu des trous de mémoire allant jusqu'à 1 heure de trous de mémoire. Je sais ce que c'est que le Bien burn-out. sûr. Mais je ne peux pas dire aujourd'hui que c'était lié qu'à mon travail. Il y avait peut-être un environnement aussi dans ma vie privée. Mais sans Oui, doute. il y a de la souffrance au travail, mais il y a aussi de la souffrance pour les petits patrons Mais qui bien n'arrivent sûr. pas à payer leurs charges à Mais la je fin dis du pas le mois. contraire, hein. Oui, il y a des grands managers, vous parlez des méthodes de managers qui aussi peuvent connaître Bien le burn-out. évidemment, j'en suis Donc, bien vous ne d'accord. pouvez Ça pas- arrive souvent chez les cadres, Vous ne hein. pouvez pas demander aujourd'hui quelque chose qui serait entre guillemets inéquitable. Moi, je vois la détresse de cette femme, évidemment. J'ai envie de vous dire, évidemment, bien sûr. faut la prendre en charge tout de suite parce qu'elle est malade. Monia, Il n'y a, un mot. pas que le burn-out, il y a aussi le bore-out, c'est-à-dire quand on s'ennuie au travail. C'est ce que je suis en train de ressentir là. Adrien, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Voilà, c'était la P2. C'était rien du dimanche. L'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. À tout de suite. Bonsoir, les terriens du dimanche. Nous sommes de retour sur Terre dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion, toujours en compagnie des 7 mercenaires, Natacha Polony, Raquel Garrido, Absa Toussi, Monia Cachemire, François-Olivier Gisbert et Gilles-William Goldmanet. Il est l'heure maintenant, mes amis, de changer de disque. On continue en musique. C'est le blind test de l'actu. Vous êtes prêts? Ouais. Vous écoutez la chanson, vous me dites à quoi ça fait On référence n'a pas le jeu. dans l'actu. Tu as compris? Ah ouais. Mais c'est pas pour ça que tu gagnes. en même Jamais. temps. Jamais. Rassure-moi. Musique. Ah oui, je vais mettre un évidemment. Oui, bah, bien sûr. Attends. J'ai pas compris ni la question Arnaud ni la réponse. Beltrame. Arnaud Beltrame, Heroes, David Bowie. Ah oui, d'accord. Donc ça fait 1 point pour Raquel Garrido. Allons-y, musique. Ah bah oui, c'est évidemment, c'est l'histoire de Blanquer sur les 3 ans. Elle l'a pas- elle a ils vont à joué, l'école elle. à 3 ans. Ils vont à l'école à 3 ans. Eh. Oui, bah, j'ai dit Blanquer. Alors après, évidemment. Non, mais j'ai dit j'ai dit la maternelle. C'est maternelle à 3 ans, ouais. 1 point chacun, me disent. Ah non, c'est. Ah non. Ah non, mais alors, les femmes ici, c'est. Elle se macronise à la prod, là. Attention, musique. Mais oui, Qu'est-ce que t'as dit? Pâques. Mais bien sûr, Jésus. La résurrection, là. Jésus est mort vendredi après-midi et il est revenu dimanche C'est matin. moi qui dois vous rappeler ça. hein. Je sais, c'est bien. Ça prouve que tu es parfaitement C'est intégré. le lundi, qui Bien. est sainte, pardon. Donc ça fait 1 point pour Monia, 1 point pour Raquel. Tu brilles pas, et toi. Hein. Ah non, 1 point je partagé suis endormie, hein. entre vous. Musique. Ah oui, c'est la fille de Trump, là. C'est moi qui l'ai dit. Ah non,
Je l'ai dit. J'ai dit Trump, l'histoire de... Je l'ai dit, passez le replay. Attends. Qu'est-ce qu'il a? C'est quoi ton problème avec moi, là? Jamais moi. C'est quoi ton problème avec moi? Raciste. Bon, on va voir. Ah oui, c'est la fille de Trump, là. Ah oui, c'est moi qui l'ai dit. Ah non. Ah, tiens tout. Mais oui, évidemment. Moi, j'ai pas entendu. Musique. Ah, c'est la Corée. La Corée en Chine, la réunion des deux Corées, parce qu'il y a plein d'activités coréennes. Le sommet avec Trump, etc. J'ai dit la Corée. J'ai dit la Corée. Non, mais là, je veux gagner, alors là, elles sont pas... Non, replay. Kim Jong-un Alors en voilà, Chine, donc, je l'ai dit. est-ce que c'est Le problème de Fox, c'est qu'il commence la Gisbert phrase, il ou finit Monia, dix j'en minutes. sais. Moi, mon problème, j'ai trouvé. Gisbert. Je crois que je n'aime pas jouer avec vous. Faut dire que tu perds. Eh oui. Musique. La Poutine. Ah oui, bien sûr. La réélection de Poutine. Poutine. La réélection C'est les élections de de Poutine. Match de foot. France-Russie. Ah oui, d'accord. Ah oui, je peux donner. France-Russie. Attends. Il y a eu un accord entre On a nous. eu un accord, je dois lui donner le point. Voilà, c'est un accord. C'est quoi l'accord? Elle fait ce qu'elle veut des Je suis points. en accord avec lui. C'est un accord financier. Bien, musique. Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mesdames. Il n'y a plus de Ah, poisson. c'est les oiseaux qui Il y a devraient disparition des oiseaux. Disparition des oiseaux. Ah, il n'y a plus d'oiseaux. Mais on à l'a fait la 30%. semaine dernière, ça. C'est pas la loi Hulot? Mais non, on l'a fait de la semaine dernière, ça. Le petit Un poisson. petit poisson. La maman, petit poisson, Bobby Lapointe. elle est bien gentille. Poisson d'avril. Ah, poisson d'avril, Mais évidemment, non, elle a raison. Eh ben, Monia Cachemire. Ouais. Le 1er avril. Poisson d'avril. Mais c'est trop Deux bien. anachronismes. Alors c'est Monia, là. C'est Monia. C'est Monia Cachemire. Elle est trop forte. Et maintenant, c'est l'heure des terriens de Tanguy Passion. Ça va, Tanguy? Bonsoir, Fogg. Ça va, Franz? Ça va et toi? Ouais. Tanguy Pastion, ça va? Ça va. Alors, attentat islamiste, meurtre antisémite, il est des semaines comme ça où l'actu est plus sombre que l'anus d'un ours brun. On regarde le truc et on se dit, bon, comment je fais pour faire rire, hein? On se retrouve dans la situation de Patrick Sébastien s'il vivait au Soudan, où l'alcool est interdit et où les mariages à 3 grammes avec canon à confetti sont donc très rares. Alors, j'ai cherché, modeste dénicheur de LOL dans un monde de douleur, et j'ai trouvé de quoi sourire malgré tout. Alors, j'ai souri en voyant Macron, bien sûr. Notre petit prince est allé à Bruxelles, où il a croisé Theresa May, l'anglaise aux souliers panthères, la cagole de Blackpool, et Merkel sapée en rose. Elle se fait habiller par Petit Pimousse dans des fauteuils ringards qui ont été conçus 20 ans avant Macron. Il a aussi rencontré Mark Rutte, un Premier ministre des Pays-Bas, une sorte de sosie de Pujadas sur lequel on aurait tiré. Notre Emmanuel, d'habitude si martial, si félin, mais paraissait tout petit à côté. Ne jamais se mettre à côté d'un Hollandais, ils font tous 1m92. Méthode Frédéric Lopez. Allez juste voir des pygmées. Même si vous êtes Laurent Deutsch après régime Ducamp, on a l'impression de voir David Douillet en surdose de créatine. Alors... il a visité le bureau de Rutte, lui a demandé « c'est là que tu plantes le shit, frérot ?» L'autre a répondu « non, mais enfin on fume pas tous, il y en a qui picolent aussi. » Puis il lui a montré son sextoy, un lapin avec 2 grandes oreilles. Mais Macron, qui est un cérébral, s'est tourné vers la seule toile de maître parce qu'il ne sait pas s'amuser. Même dans une soirée house à Ibiza, il est capable de trouver un atelier macramé avec 3 vieux. Alors Rutte l'a traîné dans une rue interlope avec néon rouge. Bernard de Lévillardière filmait quelque part planqué pour une zone interdite sur les prostituées héroïnomanes qui ont la syphilis. Macron n'a pas été mis en vitrine, parce qu'il est tellement sexy qu'il aurait cassé le marché local. L'ensemble des clients l'auraient voulu lui, quitte à liquider leur PEL.
Alors ensuite, il a validé son BAFA avec la fin de son stage pratique auprès des jeunes. Ces êtres absurdes qui trouvent cool toute personne faisant des selfies. Vous leur envoyez Guy Georges avec un iPhone 10, ils lui font la fête, ces petits branleurs. Macron a aussi déambulé à pied dans Paris, la ville étant paralysée par la politique de transport d'Anne Hidalgo, avec un garde du corps qui met la main quand il y a une flaque. Voilà, si c'est pas 15 jours en Bretagne, ça va se finir en massage taille. Alors, malgré l'actualité sordide, j'ai souri en regardant nos ministres. Alors, j'ai vu Marlène Schiappa assise à une table de gosses pour l'émission Au tableau de C8. Alors, il y aura aussi Teddy Riner, qui n'a jamais pu s'extraire de dessous le pupitre. Depuis, il vit avec. Sa femme l'a posé dans le salon. Il regarde Eurosport, il est bien. Sur une seule cuisse de Teddy Riner, regardez, il y a plus de cuir que sur 16 vaches. Alors Agnès Buzyn, ministre de la Santé, a vu une démonstration de brosse à dents connectée. Ça sert à rien. Et si c'est Didier Deschamps qui l'utilise, la brosse marque Error. Oh non. Gérard Collomb a admiré nos forces de police à qui l'on doit tant. Sauf que lui, regarde ces jeunes types comme on le fait à Mykonos quand on aime les Grecs sans sauce. Et en les dévisageant un par un avec la même intensité que Cécile Duflot regarde des toilettes sèches. Mounir Majoubi, ministre des Ordinateurs, a testé une veste connectée qui vous prévient en cas d'attaque cardiaque. Gilles Verdez en met une, vous le lancez sur un débat pour ou contre le meilleur pâtissier d'M6. La veste directe appelle le SAMU. Benjamin Griveaux a lui aussi passé son BAFA. Il l'a donc eu. En vacances de Pâques, il part en centre aéré. Il va faire ça 2 ans, puis il deviendra maire de Paris en 2020. Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture, s'est rendu en Finlande où il a pêché dans un trou dans la glace. Il a remonté 10 bâtonnets de colin surgelés. Puis à Paris, il a vu lui aussi des gosses, comme tous les ministres. Il n'y avait plus personne devant Gulli. En fait, d'ailleurs, la chaîne ferme. C'est terminé. Tous ont des enfants. Alors Laura Flessel, vous vous souvenez, ministre des Sports, était elle à l'autre extrémité de la pyramide des âges, puisqu'elle a visité une maison de retraite où des contemporains de Gérard Collomb coulent des jours heureux entre semoule et motus. Et ils ont fait des exercices de motricité, c'est-à-dire que même quand on est vieux, on ne peut pas être peinard. Une pauvre personne s'est retrouvée à tirer sur un élastique. On aurait dit lifting de Sharon Stone si c'est le père Fouras qui avait été chargé du chantier. C'est affreux. Françoise Nyssen, ministre de la Culture, a accueilli dans son ministère, devinez quoi, des jeunes qui se sont mis à brailler. Ça s'appelle le chant choral. Vous les mettez 4 secondes sous les fenêtres de chaque fichier S. Le fichier S, instantanément, se donne la mort et c'est réglé. Enfin, Bruno Le Maire, pendant que les gosses étaient avec Griveaux, Travers et Nyssen, a occupé les mamans. Il n'est pas con, le maire. Et il a fait un selfie, bien sûr, cette maladie du siècle, des égos boursouflés fascinés par leur propre vacuité. Mais là, Macron a dû l'appeler pour lui dire « Nono, mais tu t'es pris pour un lover, et derrière, tu vas faire quoi la soirée zouk ?» Et il a été obligé, lui aussi, de se taper son lot de jeunes. Seulement, le maire, il est fade comme une soupe au tapioca préparée par quelqu'un qui n'a plus de sel. Et il a, regardez, endormi les pauvres gamins. Aurore Berger, qui était là, avait même enfilé une veste sur laquelle elle pouvait faire une partie de morpion si ça devenait trop pénible. C'est ça, la rime. Alors, malgré cette semaine de montée de la haine, j'ai souri en regardant la gauche. Avec Olivier Faure, le boss du PS, qui est allé à Lille et a reçu un accueil, c'est marqué chaleureux de la part de Martine Aubry. Donc ça, c'est chaleureux. Donc quand elle vous réserve un accueil mesuré, je pense qu'elle pleure en se tranchant les veines. Toute la soirée, elle est restée très chaleureuse. De moins fun que ça, il y a juste se faire écraser par un bus. Jean-Luc Mélenchon, lui, dans une manif, a fait péter un truc. Attention, voilà, comme à la feria de Dax. D'ailleurs, il était mort de rire. Jean Lassalle a pris possession de son corps par envoûtement. Derrière, les types l'ont attrapé pour lancer une chenille. C'est la gauche Bézu. Le soir de la Révolution, mais ça va se régler devant le MEDEF à grand renfort de serpentins. Mais il y avait aussi des déguisements, comme au Grand Cabaret de la 2. Danielle Simonet, France Insoumise, a joué à la conductrice de train. C'est autre chose que la Gay Pride, où il y a juste 3 mecs poilus grimés en nonne. Il y avait Pierre Laurent, du Parti communiste français, venu avec un ami déguisé. Mais en fait, non, c'était juste Francis Lalanne habillé comme d'habitude.
Et on a vu Yvan Le Bolloc. En fait, au PC, ils sont 3, mais que des stars. Enfin, Alexis Corbière a dormi. Alors, il a dormi à l'Assemblée, une vieille tradition qui se perdait à cause des macronistes sous coke. Il a aussi dormi à une expo. En fait, il s'adapte. C'est le caméléon de la sieste. Il peut dormir en faisant du deltaplane et même pendant un cours de capoeira. Sinon, Anne Hidalgo, maire de Paris, a éteint la Tour Eiffel, comme à chaque attaque terroriste dans le monde, donc tout le temps. Oui. Elle a un interrupteur chez elle, et puis elle s'amuse. Hein. Elle éteint, elle rallume, elle éteint, elle rallume. À la fin, ça fait un effet stroboscopique, et il y a tous les épileptiques qui convulsent en dessous. Puis, elle a à nouveau éteint la Tour Eiffel, entourée de 2 pandas géants. Quand vous vous droguez en Chine, vous voyez ce genre de choses. Hein, en fait, elle aura plus géré l'éclairage public que la ville de Paris. C'est vrai. Derrière, elle pense bosser dans une boutique de lustre. Oui. Enfin, elle a planté un arbre. Son 10 millième, hein, c'est marqué. Voilà son bilan, donc c'est une forêt. Hein, Hidalgo, si elle se radicalise, elle ira en Syrie. Pas le pays, hein, l'endroit où on coupe le bois. Alors, malgré cette semaine de sang et de larmes, j'ai souri en regardant la droite. Avec François Asselineau, qui était à la manif, mais sans déguisement, ni flonflon, même pas une corne de brume, donc il a été expulsé du cortège. Oui. Pierre Gattaz du MEDEF a eu un entretien avec l'ambassadrice du Canada, et pas de Gotham City, comme sa tenue pourrait le laisser penser. Parce qu'à part Catwoman, personne ne s'habille comme ça. Laurent Wauquiez lui a flatté son cœur de cible, les chasseurs qui ont joué du corps. Hein, c'est l'autre truc avec la chorale qui pourrait pousser des fichiers S à se supprimer. Alors les chasseurs ont bu, hein, l'une de leurs 2 occupations ineptes avec tuer des bêtes. Heureusement, ils n'étaient pas armés, hein, sinon il aurait suffi que Wauquiez, qui est chaleureux, dise à l'un d'eux « ça va ma biche hein, ?» pour qu'il y ait un massacre. Et Roselyne Bachelot a joué avec Marlène Schiappa du gouvernement et Myriam El Khomri du Pôle emploi, les monologues du vagin. Alors, ça a été réécrit parce que là, il y en avait 3. Hein, donc les vagins se parlent. Ça va toi ouais, ça roule. J'espère que cet été, on fait les plages des Landes, hein, parce que j'ai besoin de prendre l'air. Voilà. Enfin, la super production. Quoi. Voilà. Bref, on commençait à sourire un peu. Et puis, le gouvernement a posté sur Twitter cette affiche qu'on avait oubliée, hein, celle des consignes à appliquer en cas d'attaque terroriste. Des chasseurs qui jouent du corps, une chorale de prépubères en train de muer ou des islamistes. Donc, 1, c'est marqué, il faut s'échapper, hein, ça tombe sous le sens. Ou alors 2, se cacher et éteindre la lumière. Alors, si vous n'y arrivez pas, appelez Anne Hidalgo, hein, qui vous expliquera. Mais éteindre aussi le son des appareils. Hein, tant pis s'il vous reste 3 minutes sur le dernier épisode de La Casa de Papel. Hein, et de toute façon, la fin est nulle puisque le professeur... Non, je vais pas faire ça. Je suis un gentil, Alors, il faut s'abriter derrière un obstacle solide. Hein. Si vous êtes l'épouse de Teddy Riner, planquez-vous derrière lui parce que ça vaut 12 piliers. Hein, il a toujours sa petite table et tout. Et 3, il faut appeler le 17. Hein, ces gens chez qui on trouve des héros, du genre de ceux qui prennent votre place alors qu'ils savent qu'au bout... il y a la mort. Je les remercie humblement et je les aime. Salut. Bravo. Voilà, c'était Tanguy Pastureau. On le retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur mycanal.fr. Et maintenant, on va rejouer. La dernière fois, c'est France-Olivier Gisbert qui a gagné. Vous avez remporté l'ours rouge. France, c'est le winner de l'actu. Alors, qu'est-ce que la ville de Caen va bientôt expérimenter? Des distributeurs de crêpes en centre-ville, des cours de self-défense en EHPAD, une crèche Michel Onfray pour enfants surdoués ou des murs anti-urine. Des murs anti-urine. Oui. Absatoussi, des murs anti-urine. Ça coûte 60... Comme à Bordeaux, hein. 60 € le mètre carré. À Bordeaux.
Et ça marche. Hein. Mais c'est quoi, c'est des trucs, ça te revient Tu des quoi pisses, Ça t'électro toute la vie, C'est-à-dire que c'est une peinture qui renvoie vers le... Donc tu es tout mouillé quand tu pisses, toi. Et alors, ça fait bien Voilà. Bah, Voilà. La peinture hydrophobe Ouais, rejette mais- le liquide vers toi. Oh, C'est voilà. ce que fait Téléscope. En quoi l'ancienne maison de Michel Fourniret va-t-elle être transformée en gîte pour les touristes, en musée des tueurs en série, en foyer de reconversion d'anciens pédophiles, en donjon sado-masochiste et club échangiste, ou tout simplement la maison va être rasée? J'espère que la maison va être rasée. Non. En gîte. En gîte. En gîte, effectivement. Les nouveaux propriétaires vont investir beaucoup d'argent pour en faire un gîte. Quelle horreur. Mais qui a envie d'y aller? Quelle incroyable découverte viennent de faire des médecins américains. Un gène de l'homosexualité, un nouvel organe du corps humain, un médicament révolutionnaire pour lutter contre la nymphomanie, une nouvelle maladie qui expliquerait la méchanceté. Un nouvel organe du corps. Oui, oui. Du corps humain. Quel organe? Je l'ai lu, je l'ai su. Ah non, mais non, la réponse n'est pas bonne. C'était au niveau du cœur. Oui, je crois. c'est l'interstitium. C'est le plus grand organe de notre corps. C'est une couche de tissu qui transporte un liquide riche en protéines et essentiel au bon fonctionnement du système lymphatique. Eh bien. Quel déchet peut-on actuellement trouver sur la Lune? Un javelot, une caméra de télévision, des balles de golf, une poche d'urine. Une poche d'urine. Ah, c'est la poche d'urine alors. Mais je viens de non, le il a dire. le dire. Ah, pardon. Alors, tu sais ce que c'est, pardon. Il doit y avoir de tout, non? Oui. Et on a Natacha Polony. Tout, il y a tout. Il y a tout sur la Lune. Il y a 180 tonnes de déchets sur la Lune, alors que l'homme n'y est allé que 6 fois. Ces Américains, quand même, c'est des sagouins. Ah non, c'est incroyable. Un pollueur, l'homme. Ils ne peuvent pas s'empêcher de tout Il y saloper. a 12 personnes qui ont foulé le sol de la Lune, il y a 180 tonnes de déchets. C'est no hope. Qu'est-ce qui a augmenté en France lors de la sortie Ah, du je film 50 nuances plus sombres le mois dernier? Ah, c'est sorti, Les plaintes I know. pour séquestration et mutilation des commissariats, les épilations intégrales dans les instituts de beauté, les ventes de cravaches au rayon équitation des magasins Decathlon ou la vente de légumes allongés dans les supermarchés. Ça ne marche pas, quand je te dis. Vente de cravache. Oui. Quand je te le dis. Est-ce que vous avez vu comment le community manager de Decathlon et celui de Leroy Merlin se sont échangés sur les réseaux sociaux? C'était très très drôle. Ils Faut ont aller dit voir. étonnamment, nous n'avons pas constaté la même évolution de nos ventes de marteaux à la sortie des différents opus de Thor. C'est génial. Quelle est la particularité de Yogi, un jeune chien devenu une star de la toile? Il a sauvé un enfant de 2 ans de la noyade. Il a remporté le concours du chien le plus laid du monde. Il a la gueule et le regard d'un humain. Il donne des cours de méditation. Il donne des cours de méditation. Non. Il a sauvé un enfant. Mais oui. Mais appuie. Il a sauvé un enfant de 2 ans de la noyade. Mais je l'ai dit. Mais t'es bête. Oh, c'est la dernière réponse. Même quand ça marche, je Eh perds. oui, Raquel. C'est quoi? Regarde. Ah, C'est Merde. génial. ça fait peur, hein. C'est génial. Il est Ça beau. fait hein. peur. Là, tu crois à la réincarnation. Ça d'un fait drôle, hein. Là. Je le veux. Là, tu crois à la Ah, réincarnation. là, ça hein. fait peur. C'est beau, là. Ah, j'adore. Quand tu le regardes, là, tu te dis, hein. Non, mais c'est Le joli. côté bienveillant. Le côté T'imagines, bienveillant, t'as un c'est chien gentil. comme ça chez toi, c'est ton pote. Ah non, mais ça fait trop peur, ouais. Alors, selon l'Express, que font de plus en plus de Français afin de garder leur emploi? Du coaching vocal, de la chirurgie esthétique, des séances de méditation ou des cours de sexe? De la chirurgie esthétique. Oui, bravo! De la chirurgie. C'est la première
première fois que Il vous était- bonne réponse. il en revenait Bravo, pas. il faut l'applaudir. Abdiatoussi gagne. Bravo. Oui, Abdiatou. Ouais. Voilà, c'était les Terriens du dimanche, l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission, à commencer par Stéphane Simon. À samedi. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.